nous parlons olympisme avec le festival scolaire de l'olympisme FESCOL 2018, trophée solidarité olympique. En studio, nous avons Charles Panou qui est le directeur de l'ANO, association nationale, on va dire de ANO, voilà. Olympique, voilà. Donc bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Tout va bien? Oui, très bien, merci. Voilà, le FESCOL, le festival scolaire de l'olympisme, c'est quoi? Oui, comme vous l'entendez, festival scolaire de l'olympisme est une forme d'activité qui consiste en des compétitions sportives et culturelles entre les établissements scolaires de premier et de second degré. Alors, il y a des âges réservés pour cette compétition, si on peut l'appeler ainsi? Oui, pour les établissements scolaires, les participants doivent être âgés de 12 ans maximum et pour second degré de 18 ans maximum. Vous avez pu vérifier tout ça? On n'a pas triché? Ah oui, on a vérifié et ça, oui. Mais nous prenons les dispositions, nous sévissons et quand bien même vous gagnez sur le terrain, on ne vous attribue pas le trophée. Mais cette fois-ci, il y a eu peu de tricherie, il y en a eu. En tout cas, on ne peut pas dire sous forme de tricherie, certains ne lisent même pas les règlements qu'on leur envoie, ils envoient des joueurs qui sont très habiles pour pouvoir gagner. Alors, mais quand même, il a une très bonne compréhension de la chose. Quelles sont les disciplines réservées pour ce FESCOL? Il y a tout, du football, volley, basket, on met tout dedans? Non, nous savons que actuellement c'est le football qui est le sport roi, ça se joue partout. Mais nous avons sélectionné un certain nombre d'activités en tenant compte de l'intérêt de ces établissements et de ce qui est faisable sur le terrain. Pour les écoles primaires, il y a le dessin qui est représenté par la pancarte avec laquelle l'établissement défile. Il dessine même la pancarte avec laquelle il défile. Ensuite, il y a la déclamation de poésie, c'est-à-dire la culture. Le sport, ou bien l'olympisme actuellement, c'est l'association du sport, de la culture, de l'environnement et de l'éducation. Et puis, il y a la jonglerie avec ballon pour la coordination motrice générale. Et nous avons les kits athlétiques et le ballet pour les écoles primaires. Pour les secondaires, il y a également le dessin, la déclamation de poésie, la jonglerie avec ballon, le tir au panier de basketball, le volleyball garçons et filles et la danse chorégraphique. Les établissements les plus méritants, on peut les connaître, qui se sont illustrés, qui ont réussi à quand même imposer leurs élèves ou sinon faire gagner leurs élèves ou bien montrer que voilà, chez nous on travaille, on fait beaucoup de choses, poésie, la déclamation de poèmes comme vous l'avez dit et le dessin. Voilà, qu'est-ce qu'on peut noter à ce niveau? Voilà, mais si vous voulez les résultats, pour les écoles primaires, il y a la déclamation de poésie qui a été remportée par EPP Adéticopé, la jonglerie avec ballon remportée par EPP Aguet-Marché, le kit athlétique remporté par EPP Devego, le dessin à travers la pancarte remporté par Aguet-Marché, le ballet EPP Aguet-Anokui. Et la coupe de fair play a été attribuée à l'EPP Adéticopé. Maintenant, le trophée général, qui coiffe tout le trophée solidarité olympique, a été remporté par EPP Aguet-Marché parce qu'ils ont remporté, ils ont eu plus de points. Ils ont remporté plusieurs trophées sur le plan des disciplines. Au niveau des établissements scolaires, la danse a été remportée par le lycée Aguet Centre, la jonglerie par le lycée Aguet Nord, la danse chorégraphique par le lycée Aguet Nord également, le basketball filles remporté par le lycée Aguet Nord, basketball garçon remporté par le lycée Aguet Centre, lycée Aguet, la poésie, c'est-à-dire déclamation de poésie par le CG Aguet Ouest, et le fair play attribué au CG Kakaveli. Donc le trophée général solidarité olympique a été remporté par le lycée Aguet Nord. En initiant, on va dire, une telle compétition, le festival scolaire de l'olympisme, quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs que vous avez derrière? L'objectif premier, c'est la promotion du sport dans les établissements scolaires. Objectif numéro 2, la promotion de l'olympisme, les valeurs de l'olympisme, l'excellence, le respect, l'amitié, la joie dans l'effort, et puis l'équilibre du corps en entier. Et puis objectif numéro 3, et plus concrètement, qui est d'actualité, c'est de lutter contre la violence sur les stades. Et nous voulons démontrer à travers ces genres de compétition qu'on peut jouer un sport sans violence, dans la joie et l'atmosphère bon enfant. Et c'est ce que les enfants ont démontré la dernière fois.
Et on n'a eu aucun incident, pas de réclamation brutale. Il y a eu vraiment des gens qui ont été sanctionnés, comme je l'ai dit au début, parce qu'ils n'ont pas tellement respecté le règlement. Ils ont gagné sur le terrain, mais on n'a pas attribué. Mais ils ont compris. Et je pense que c'est ce genre de compétition que nous devons offrir à nos, à nos supporters, à la population, et prendre le sport comme un moyen d'éducation, un moyen de détente, un moyen de fraternisation, de joie et puis de brassage entre tout le monde. On a vu donc des élèves très égayés, en joie. J'ai suivi le président du CNO Togo qui parle de mini-jeux olympiques. Effectivement, on peut les appeler les mini-jeux olympiques parce que toute la procédure des Jeux olympiques, le défilé, le relais de la flamme, l'animation du vasque, tout cela, et puis la prestation de serment par les athlètes et les arbitres, tout cela a été observé au cours de cette compétition. Et il y a plusieurs types de compétitions, plusieurs formes de compétition et qui se sont succédées. On a attribué des trophées, des médailles, et selon le protocole olympique. Et les enfants étaient très, très, très contents parce que pour une fois, ils sont sortis de leur école, sombres, pour venir s'égayer et se détendre, s'amuser et puis apprendre aussi. Vraiment. Alors, pour ces genres de rencontres, ces genres d'événements, c'est vrai que vous avez parlé de quelques épreuves, mais est-ce qu'il y a des activités spécifiques? On se dit, voilà, quand il y a le festival scolaire de l'olympisme, on se bat sur ces disciplines-là. C'est spécifique? Non, pas du tout. Et pour le moment, c'est ce que les disciplines que nous initions, nous encourageons dans l'établissement, avec la participation des fédérations. Ça veut dire que ces fédérations eux-mêmes font déjà des actions dans des établissements scolaires. Et déjà, je peux annoncer que pour la prochaine fois, vous aurez le badminton. Le badminton qui a travaillé avec nous parce que tous les établissements n'avaient pas des équipes de badminton. Donc, nous promettons que la prochaine fois, il y aura le badminton. Cette fois-ci, on n'a eu que le tir au basket. On peut avoir le basket à 3, 4, on peut l'avoir et c'est possible. Et puis, il y a d'autres disciplines que nous pourrons introduire si les fédérations qui dirigent cette discipline le veulent bien. Est-ce qu'on peut parler de l'historique de FESCOL? Oui, FESCOL est un projet que l'Académie olympique avait conçu. Mais faute de moyens, on n'a pas pu le réaliser dans les premières années, puisque nous avons pris la direction de l'Académie en 2010. On a commencé par l'initiation de ça, bien à promouvoir quelques disciplines avec les valeurs olympiques dans les établissements. Donc, c'est le concours de meilleurs projets pour la promotion des valeurs olympiques qui nous a boosté parce qu'à travers le projet que nous avons présenté, nous avons gagné le premier prix continental qui était de $3,000. Et avec ce prix-là, nous avons pu organiser ce festival scolaire pour la première fois. Et quand nous avons fait le rapport au niveau de la solidarité olympique, du CIO, du Comité international olympique, ils ont bien apprécié ce projet. Ils ont dit qu'il faut encourager ce projet et puis ils nous ont donné les moyens pour organiser la deuxième édition. Nous pensons que la troisième édition, nous aurons également... L'année prochaine? Oui, non, cette année. Cette année, parce c'est à intervalle de... Un an. Parce que l'activité que nous avions organisée le vendredi passé était prévue en décembre. Mais compte tenu des élections et puis des périodes d'examen, les établissements ont demandé à ce qu'on reporte cela. Et nous avons reporté sur le mois de février. Donc, c'était le FESCOL 2018 que nous venions de faire. Donc, il y a le FESCOL 2019. 2019 qui va se réaliser, je crois, beaucoup plus, pas en décembre, mais on va le faire tout juste avant les grandes vacances ou bien tout juste à la rentrée scolaire, les 2 premiers mois, pour qu'on soit dans les notes. Sinon, le plus souvent, notre faiblesse, c'est que nous accumulons trop d'activités à la fin de l'année. Oui. Et ça, vraiment, nous embête, nous dérange un peu. Donc, il faut éclater un peu les activités pour qu'il y ait une très bonne préparation de cette activité. Maintenant, je pense que c'est un peu le point faible de FESCOL. Nous allons avertir pour la prochaine édition très tôt les écoles. Et ma satisfaction, c'est que au niveau des établissements, ils mettent le cœur
à l'ouvrage. Oui. Ils mettent le cœur, ils se préparent bien, les maîtres, les enfants, tout cela. Non, mais c'était beau à voir. On sent que les élèves avaient envie de s'amuser, de donner quelque chose, de montrer ce dont ils sont capables. Et vous, lorsqu'on vous voit également, on sait que vous êtes très, très content. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à voir le badminton lors de la prochaine édition, comme vous l'avez dit? Oui, ça, je le promets. Et je pense que c'est presque sûr. Ce badminton est une discipline qui n'a pas besoin de beaucoup de moyens. Or, tous les établissements qui participent à cette compétition ont déjà des équipements de basketball et de badminton que nous leur avons offerts. Et il reste un ou deux qui n'ont pas ces éléments. Bon, il faut maintenant un encadrement et puis les initier aux règlements des compétitions. Donc, petit à petit, on verra toutes les disciplines olympiques lors des FESCOL, si on peut le dire. On va voir du ping-pong, du lawn tennis peut-être, pourquoi pas? Mais pour lawn tennis, le tennis est déjà, même le président était là et il m'a posé la question. M. Tagwa m'a dit, mais pourquoi il n'y a pas le tennis? J'ai dit, non, je travaille avec le directeur technique chaque semaine et on pense à ça parce que le tennis demande un peu de moins, mais je pense que c'est faisable compte tenu de la volonté déjà du président qui fait déjà de très bonnes choses au niveau de sa fédération. Je crois que le tennis au niveau des établissements scolaires n'est qu'un jeu d'enfant. Surtout que nous avons quand la volonté, tout est possible. Le directeur technique, on a déjà discuté sur la faisabilité de la présence du tennis au prochain FESCOL et le président déjà est partant. Alors, voilà, on a parlé d'un projet qui était quand même menacé, la construction d'un hall, disions-nous, au niveau de la préfecture, d'un plateau sportif au niveau d'Agoué. Où en est-on? C'est fini? Non, ce n'est pas fini. Et les partenaires sont arrivés et, tout dernièrement, je crois que le dernier, pas aujourd'hui, on était parti voir la réserve administrative qu'on visait pour l'implantation de cela. Et j'ai personnellement rencontré le préfet d'Agoué qui est très chaud sur le projet, qui m'a donné son appui total et son adhésion à ce programme. Donc, je pense qu'il y a de bonnes chances que ce projet soit réalisé. Si on ne le réalise pas dans le sport civil, on peut le réaliser aussi dans le sport scolaire, puisque je travaille déjà avec l'éducation nationale, les écoles, et un inspecteur s'est proposé pour appuyer le projet au niveau de l'éducation nationale. Eux, ils ont au moins plusieurs écoles, ont des espaces où on trouve un plateau sportif. Plateau qui va servir pour tout le sport. Les sports de main. Les sports de main pour la commune de Lomé. Parce qu'il faut délocaliser certaines compétitions du stade de Lomé vers l'intérieur. Je pense que c'est une bonne chose pour le sport togolais et pour la préfecture, la nouvelle préfecture d'Agoué, qui est une grande agglomération, qui a beaucoup de jeunes et les sportifs ont trop de difficultés pour faire les déplacements, pour aller s'entraîner à Lomé ou bien jouer les matchs au stade de Lomé. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Le jour où on en parlait, Jean-Louis Koudjonou était là. Ce projet, on était vraiment frustrés de se dire vraiment un projet comme celui-là qu'on va abandonner, qu'on va perdre. Heureusement que vous nous confirmez aujourd'hui que le plateau sportif, si tout va bien, va être construit. Oui, mais je sais, parce que comme je l'ai dit, j'ai rencontré les autorités, j'ai parlé avec le conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports, on a changé de ministre, donc nous proposons d'aller rencontrer le nouveau ministre pour le présenter le projet. Et je vous ai dit que j'ai rencontré personnellement le préfet d'Agoué, le colonel qui m'a très bien reçu et qui m'a beaucoup encouragé et qui a devant m'a donné des consignes pour que ce projet-là ne puisse pas nous échapper. Donc, si ce programme, ce projet-là devait nous échapper, je dirais merde, parce que heureusement, il y a un nouveau ministre et que peut-être il a déjà entendu parler de ça via son secrétariat général et c'est une bonne nouvelle. Il faut qu'on en bénéficie, surtout que M. Palmou, durant toute sa carrière, n'a fait que du bénévolat, pas surtout au Togo, c'est à l'international, il a servi. Donc, on veut le récompenser. C'est pas lui qu'on va récompenser, mais on va récompenser le Togo. Et surtout la jeunesse, voilà, c'est surtout la jeunesse. Donc, je suis très, très content pour apprendre que le projet n'est pas avorté et que nous allons en bénéficier. C'est du bien. Merci, félicitations. Oui. Je peux même encore dire qu'actuellement, même pour les mêmes partenaires, ils ont offert un lot de matériel pour la fédération de cyclisme.
cyclisme. Ah oui. Ben oui, l'eau que nous allons remettre prochainement à la Fédération de cyclisme au président, c'est-à-dire des équipements et surtout, comment dire, les tenues des cyclistes. J'ai eu 3 cartons de très bonne qualité. Et puis de bon niveau. Alors, moi, je suis pour la Fédération de tennis pour les encourager. En tout cas, n'oubliez pas d'inviter Sport FM au moment de la remise de ce don-là. C'est vraiment important. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite maintenant? L'avenir de l'anneau, l'avenir du FESCOL, on est confiant, tout est bien? En ce qui me concerne, je suis confiant si on me donne la possibilité de travailler. Moi, je suis un homme de franc-parler et mon métier, c'est le sport. Et j'ai appris le sport et je suis venu donner ce que j'ai appris. Et donc, moi, je crois que en choisissant ma carrière sportive, ma profession, j'ai vu les insuffisances et j'ai appris en tenant compte des insuffisances. C'est sur le terrain, et les partenaires avec lesquels on travaille, hein, c'est ça qui pose problème. Si on n'a pas le même point de vue, la même vision pour le sport, alors vous voyez que il y a des conflits. Vous voyez que souvent, dans la plupart des fédérations, il y a des conflits. Et moi, je peux vous dire, je suis pour le professionnalisme, la bonne administration, la bonne gouvernance. Et là, quand il n'y a pas la bonne gouvernance, là, vous devez m'entendre parler. Et voilà, là, je ne suis pas d'accord. Oui, quand on donne les moyens du sport, doivent être utilisés pour le sport. Et non pour d'autres choses. Donc là, je suis très exigeant sur cela. Je peux vous dire que l'anneau a été créé en 1994. Donc, je ne vois pas, vous n'avez pas vu d'activité. Ce n'est qu'en 2010 que j'ai pu décrocher des projets qui ont été financés par le Comité international olympique. Alors, je voudrais effectivement que cela serve, disons, d'exemple non, pour le sport togolais. Que cela serve effectivement le sport togolais. Donc, ça, c'est mon point de vue. Mais je suis confiant. Et je suis confiant parce que le président actuel m'a rappelé. Vous savez que j'ai été évincé de mon poste. Parce que j'ai réclamé, disons, la totalité de mon budget qu'on nous a accordé, ce qui n'était pas le cas. Et le président m'a fait sortir, m'a enlevé de mon poste. Parce que j'ai osé réclamer de l'argent qui a été destiné pour un projet qu'on ne voulait pas utiliser pour le projet. Voilà. Charles Panou, merci d'être venu. Il est le directeur de l'Académie nationale olympique. Voilà, merci de nous avoir parlé du projet FESCOL. En tout cas, Sport FM est bel et bien là pour vous accompagner. Bon courage surtout et excellent week-end. Merci beaucoup, je vous remercie et puis surtout pour tout le travail, je vous remercie. C'est une occasion pour moi de remercier les journalistes sportifs du Togo pour l'effort qu'ils font pour la promotion de nos sports. En autant, il n'y avait pas cette possibilité, cette dépense d'énergie, cette spontanéité. Maintenant, on a les journalistes avec nous. Il faut maintenant que les dirigeants sportifs méritent ce soutien des journalistes pour promouvoir le sport dans notre pays. C'est pour cela que chaque fois quand vous m'appelez, vous n'hésitez pas, ça je peux le confirmer. Merci encore une fois. On est ensemble pour toujours. À très bientôt. Merci de faire confiance à la référence sportive. On va saluer nos invités. Mohamed Touré, bonjour. Bonjour Franck, bonjour la table et puis aux auditeurs de Radio Sport FM. Jean-Louis Koudionou, rebonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Très bien, merci d'être là. Et tout de suite, on va découvrir ce qui va se passer au niveau de la D3 régionale. C'est avec Latif Youma. Dans la Ligue Lomé Golf, c'est la suite des 3e et 4e journées. Sur le terrain à Gaza, samedi, AC Merlin joue contre Goliath FC. Anazod Jupiter FC donne rendez-vous à JS Zeno. Modèle joue face à Sporting Club sur le terrain du lycée de Tokoué. Dimanche, sur le terrain franciscain, Jouvenceau a rendez-vous avec AS Poulain d'Or. GAC FC défie JCA sur le terrain à Gaza. Maracana FC se mesure à Abeille Football Club de Lomé Golf sur le terrain Nazod. Enfin, Tochi Kotoko affronte Kaima FA sur le terrain Tochi. Dans la Ligue maritime, c'est la trêve après la phase de poule. Yorouma et nous parlons championnat scolaire avec le lycée technique d'Adidogomé qui va bel et bien défendre sa couronne au championnat dont nous venons de parler de l'inspection des sports Lomé Commune. C'est après sa victoire non sans difficulté la dernière fois face au lycée du 2 février en demi-finale. Qualification caractère on va dire reconnaît le coach Sukuna et Sosina.
Sincèrement, ça n'a pas été facile dans la mesure où on avait devant nous une équipe du lycée de 2 février qui était en place, qui avait très très bien joué. Mais on a su gérer la deuxième partie et ça nous a permis de marquer un but à la fin du match. On venait de très loin. Voilà. Maintenant, il faut souligner qu'au fait, ça a joué un peu au niveau du mental, dans la mesure où nos joueurs ne lâchent pas pour les matchs précédents. On marque toujours à la fin des matchs. Et je pense que c'est ce qui a payé. Vous saviez avant cette finale que c'était quand même un match de revanche pour justement l'adversaire que vous avez battu en finale l'année dernière. Ça c'est vrai. Dans la mesure où l'année passée, ça n'avait pas été facile. Et on savait que ça devait arriver. Donc on a pu jouer sur le mental des joueurs. 10 tirs de chaque côté. Et puis à chaque fois, c'est l'adversaire qui était devant. Vos enfants étaient costauds dans la tête. Oui, mais un petit souci au niveau de notre gardien de but. Ça, il faut le souligner. Il n'est pas très bon dans les tirs de but. Même si c'est lui qui vous qualifie quand même. Hein. Ça, je peux le reconnaître. Dans la mesure où je le connaissais. Mais le problème, c'est que j'avais déjà fait les 3 changements. Je ne pouvais rien. Il fallait jouer le jeu comme ça. Voilà, Sokona et Sossimna, le coach du lycée de février, oui, du lycée technique on va dire. Oui, le finaliste de l'année dernière, le lycée du 2 février, tombe cette fois en demi, battu une fois encore par le même adversaire. Le coach Aboubakar Abdoul Salam s'explique. C'est une défaite qui nous a fait très mal. Nous a fait très mal parce qu'on s'est préparé pour pouvoir gagner. C'est l'année dernière, ils nous ont battus en finale. Et le hasard des faits, on se retrouve en demi-finale. Vraiment, on a voulu gagner ce match-là et bon, ça n'a pas marché. Vous avez mené juste pratiquement dans les 5 dernières minutes avant d'être rattrapé. Ah oui, c'est la condition physique. Vraiment, nos enfants n'ont pas pu tenir avec le rythme qu'ils ont eu à prendre. Vraiment, ils n'ont pas pu te tenir. Donc, c'est la fatigue qui a joué. Mais au-delà, dans les tirs au but, vous avez fait 10 tirs. À chaque fois, vous étiez devant, mais vous n'avez jamais su tirer avantage. Bon, vraiment, Dieu a voulu que la victoire soit de leur côté. Donc, on accepte. Votre parcours? On a commencé timidement. On a eu des difficultés pour sortir des poules. Et nous avons promis qu'à chaque fois qu'on rencontrera une équipe, vraiment, nous allons gagner. Parce qu'en ce moment, on se cherchait. Donc on a assis une équipe, mais Dieu n'a pas voulu qu'on aille en finale. Voilà, cette histoire de Dieu avec les techniciens. Aboubakar Abdoul, coach du lycée de 2 février devant Latif Yorouma. Et dans l'autre demi-finale, c'est aussi au tir au but que le lycée Tocoin 2 a arraché son ticket pour la finale. Aux dépens du lycée Didiolé battu 5-4, temps réglementaire 0 partout. Notant que les filles ont aussi joué en levée de rideau à demi-finale sur le terrain franciscain et là le lycée technique à Dido Gomé, le lycée moderne à Dido Gomé 2 se sont neutralisés 0 partout pour le compte de la finale. Allez dans la Soli, c'est le CFP de Bafilo chez les seniors qui s'impose en finale du championnat scolaire 2-0 face au complexe El Houda. C'était donc jeudi dernier et nous avons parlé donc du championnat scolaire avec les résultats que vous connaissez juste derrière la pause. Nous reviendrons pour la D2 nationale. Oui, la 14e et dernière journée dans la zone nord se dispute aujourd'hui. Tous les matchs ont lieu ce samedi. Mango Doumbé reçoit Unisport. Pagoуда Aisbina contre Foupa de Sotoubois. Akara Odalou joue contre Agou. Et puis à Sokodé, on a TAC qui reçoit donc Kakadel. Ces 2 clubs n'attendent plus rien dans la compétition. Mais là, on se dit que pour le compte de ce week-end, c'est Agoua et Unisport qui constituent les maillots jaunes. C'est les 2 clubs les plus en vue de la zone nord parce que, parmi ces 2 va pouvoir disputer la première division la saison prochaine. Et là, nous allons voir un peu ce que va être le match entre Doumbé et Unisport avec Roméo Etor. En attendant le match final de la saison dans les bureaux de la Fédération togolaise de football contre Agua, Unisport de Sokodé n'a pas son destin en main, étant en ballottage avec Agua de Kusunto. Le retour du club de Kouloundé en D1 est subordonné à un mauvais résultat des héritiers de Kusunto. Sur le terrain, Fousseni Rafiou et ses coéquipiers doivent absolument battre Doumbé à Mango. Les locaux qui ont très beau classement ont déjà assuré leur maintien et donc ont moins de pression. Attention, la tâche ne sera pas facile pour Unisport. Doumbé, lors de la 13e journée, a perdu face à Agua 0-2. Du coup, le club va vouloir terminer sa saison sur une note positive. Prendre sa revanche sur Unisport, qui s'était imposé 3-1 à l'aller,
serait la meilleure façon de finir la saison pour Doumbé. Sauf que les joueurs de Kouloundé sont dos au mur. Ils vont jouer le match de leur vie. Ils joueront certainement le match de leur vie. Unisport n'a pas son destin, mais puisque peut-être il faudra gagner, attendre ce que va faire Agoua de l'autre côté à Kara. Mais c'est 2 matchs difficiles pour chacun de ces clubs-là, surtout qu'au niveau administratif, il y a encore un contentieux sur le tapis. Ils s'étaient retrouvés hier, on les a écoutés, mais pas de décision. Mais les règlements disent que tous les contentieux doivent être vidés avant les matchs de la dernière journée. Ça ne sera pas le cas. Donc on va suivre naturellement ces 2 matchs en direct sur les antennes de la référence sportive. Cet après-midi, vous aurez Moussa Rachid sur le match Doumbé Unisport, et puis de l'autre côté, le match Odalou Agoua, ce sera avec Guler Inoussa. Jean-Louis Koudionou, mais comment aborde-t-on une telle opposition quand on sait qu'il va falloir forcément une victoire dans les 2 cas pour les 2 clubs? Mais écoutez, il faut que Agoua et Unisport essaient d'oublier qu'on a déposé des papiers sur le bureau de la Fédération togolaise de football et aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de pouvoir gagner les matchs pour pouvoir attendre la suite. Autrement dit, pour Agoua et Agoua qui jouent contre Odalo, mais ils sont dans la même localité là-bas et Odalo n'est pas aussi bien classé qu'Agoua. Agoua est en quête de Odalo est avant-dernier. Agoua est en quête de 3 nouveaux points pour pouvoir se conforter dans le classement, quelles que soient les difficultés au niveau des réserves ou des évocations qu'ont fait l'Unisport et tout. Donc, il faut que Agoua essaye, l'entraîneur d'Agoua n'a qu'à essayer de penser, discipliner ses joueurs tactiquement, et leur prodiguer des conseils, des conseils qui peuvent amener du bon résultat. Ne pas leur parler de ces évocations-là. Ils ne sont pas concernés, les joueurs ne sont pas concernés par ces occasions. Pour eux, c'est jouer le match et gagner les 3 points, le reste viendra après. Quant à Unisport, dans sa tête, Unisport, je me dis, les joueurs de Unisport sont plus requinqués, parce que là, ils disent, quel que soit Alpha, nous on va avoir les gains de cause sur l'évocation qui a été faite. Et je pense que peut-être avec tous ceux dont leur a parlé leurs dirigeants et tout, ils sont dans le droit, et surtout que cette équipe est recalée en 2e division, ça fait un bon bout de temps. Elle va faire des pieds et des mains pour seconder ces matchs-ci dans cette zone de Sokolé. Donc, Unisport, je pense que c'est une équipe qui est bien partie. Surtout, Doumbé, à la phase aller, n'avait pas fait une bonne prestation, mais à cette phase de retour, elle essaie de temps en temps de revenir petitement. Mais c'est trop tard pour penser être en 1re division, mais quand même, il faut qu'elle se reconforte dans le classement et essayer de gagner Unisport. De toute façon, ce match, il y a la loi de domicile qui n'existe plus aujourd'hui. Il faut que Doumbé fasse extrêmement attention, parce que Unisport ne voudra plus rien lâcher, les 3 points, rien que les 3 points. En tout cas, Unisport qui a envie de revenir tout de suite en 1re division après la relégation de la saison dernière. Mohamed Touré, lorsqu'on laisse un peu les problèmes administratifs, les réserves, les vocations, mais par rapport à ces 2 matchs-là, qui a l'avantage selon vous? Qui a la pression? Est-ce que c'est Unisport ou Agoua? Agoua semble avoir la confrontation. Agoua a l'avantage de monter en 1re division. C'est l'adversaire qu'Agoua avait rencontré. C'est un adversaire qui est très souvent, et surtout que c'est sur un terrain neutre. Si c'était à Kamboli, ça devait être compliqué. Et donc Agoua vraiment a eu la chance que le match là soit délocalisé à Kara. Donc Unisport aujourd'hui doit mobiliser en principe ses supporters pour aller supporter Odalou de Kamboli. Contre Agoua, si Unisport veut monter en 1re division, mais franchement, s'il faut prendre les pourcentages, Agoua a 60% de chances de monter. Mais le problème pour moi, c'est que des fois, je ne sais pas pourquoi la fédération se précipite pour faire jouer cette journée. Avoir la zone sud, ce n'est pas la fin. Oui, il reste donc, encore 2 journées. Il reste encore 2 journées. Donc, normalement, on devait décaler, attendre, jouer les 2 journées.
C'est-à-dire que la dernière journée de la zone sud et la dernière journée de la zone nord soit jouée au même moment. Si on dit à la fin et que la révocation d'une sport tombe et qu'il n'y a pas gain de cause, c'est-à-dire que ça fera mal. Donc normalement, je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont dans la tête. Des fois, nos autorités ou nos dirigeants nous induisent en erreur. Ils sont à la base des problèmes qui aujourd'hui on rencontre dans notre football. Vous voyez? Donc peut-être, on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête, surtout la fédération. Elle doit faire extrêmement attention. Franchement, ce n'est pas encore tard que même avant même 15 heures, ils peuvent reporter la journée là. Moi, j'aurais souhaité cela. Mais ça va être possible parce que les clubs sont déjà sur en déplacement. À la fin maintenant, si par exemple l'e-sport gagne et que Agua aussi gagne, Agua part en première division. Maintenant, à la fin, si la révocation du sport donne gain de côté à e-sport et après on attend 2 jours, 2 semaines, on dit que Agua n'est plus qualifié pour la première division. Vous voyez, Franck, ça fait mal. Donc nos techniciens ou bien nos technocrates qui sont au sein de la fédération doivent beaucoup faire attention pour ne pas plonger le football togolais davantage. Parce qu'aujourd'hui, il est bien, il y a des sanctions qui courent de gauche à droite, mais on doit cibler aussi des responsables. Il y a des coups de fil que les gens entendent un peu par-ci, par-là. Ces responsables doivent être sanctionnés aussi. Et là, en ce moment, tous ces problèmes qu'on encourt aujourd'hui ne vont pas. En tout cas, peut-être que la fédération veut jouer sur une certaine diplomatie, peut-être attendre que Unisport gagne et que Agua perde, et là ça sera plus facile à gérer, ou que Agua gagne et que Unisport perde, peut-être ça va, je ne sais pas trop. Nelly Sebabi, vous êtes aussi technicien de football, vous avez déjà eu à jouer un match, on va dire, d'une telle importance où vous gagnez et puis vous arrivez en division supérieure. Vous avez eu à vivre ça? Oui, bonjour Franck, bonjour chers collègues ici, bonjour chers auditeurs. Je pense que c'est la phase terminale du championnat dans la zone nord. C'est des matchs à enjeu très très particuliers parce que ici nous pouvons comprendre que les deux équipes sont sous pression. Il faut toujours considérer les victoires sur le terrain et ne pas attendre les évocations. Parce que si évocation devait être, moi je pense que la fédération devait situer les clubs là, dire que bon, l'évocation de Unisport a marché, ou bien celle d'Agua a marché avant de jouer la dernière journée. Je pense que c'est des cas que la fédération est en train de négliger pour considérer les scores sur les terrains. Bon, aujourd'hui, la pression, comme l'a dit tantôt les autres, je pense que Agua a plus de pression que Unisport, moi je pense bien, puisque les deux clubs qui sont à côté, de côte à côte, ça joue, ça doit jouer, parce que Odalou ne va pas se laisser aussi vaincre facilement comme ça, quand bien même les dés sont sonnés pour Odalou. Mais de l'autre côté, Doumbé aussi va jouer aussi l'orgueil chez lui. Donc je pense qu'il y aura bel et bien match. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre? C'est au niveau des entraîneurs. Les entraîneurs qui vont savoir les discours qu'il faut prendre. Qu'est-ce qu'il faut dire à son club? Qu'est-ce qu'il faut vraiment préparer? Quand Unisport lui va aller à Mango, il ne doit pas se découvrir. Il doit savoir comment gérer le jeu. Faire douter cette équipe de Mango et puis voilà, à la fin, procéder par les contre-attaques et prendre les 3 points. Voilà. Nous prenons la direction de la région septentrionale où se retrouve Guler Inoussa qui a fait le déplacement de Kara. Guler, bonjour. Bonjour, nous bonjour aux auditeurs de la référence sportive de la radio Sport FM, la rue des Colibris, Sport FM Lomé. Bonjour, Nounyama Franck. Nous sommes dans la Cosa, les dernières heures et les derniers jours des cérémonies en pays Kabia. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de la zone nord qui boucle sa compétition cet après-midi avec tous les matchs qui sont programmés. Alors, les matchs les plus en vue, c'est certainement Odalou, Agua et Doumbé Unisport. La raison pour laquelle vous êtes à Kara, c'est justement pour ce match Odalou, Agua. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quelle est l'ambiance déjà? Ah oui, je crois que l'ambiance, c'est l'ambiance des autres jours. Mais ce qui est un peu spécial, les deux viendront d'ailleurs. Ce matin, nous avons traversé même des véhicules bennes transportant des êtres humains en direction Kara. Voilà. Vous aurez tout compris. Et nous avons fait escale au poste de péage d'Aléride. Une fille, les larmes aux yeux. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous? Mon frère n'est plus. Il ne verra pas peut-être
ce grand jour pour Agua Football Club de Kousuntou, fin de citation. Et nous avons dû quand même sourire et reprendre tranquillement notre route pour l'explication de cet après-midi. Et qui passera même en cas d'une victoire des deux équipes, il faudrait attendre Maître Ngele quelque part. Maître Ngele, vous connaissez très bien ce nom-là, il faut l'attendre quelque part. Et là, tout le monde va retenir son souffle. Et là, je crois qu'ici, du côté de Nkonyo, de Bako, de Issati et de Kousuntou, il ne restera peut-être qu'à la base arrière que des vieilles et des vieux. Et alors là, ils seront tous là. Et un autre que te dire, nous sommes tombés très loin face à Fouadan de Dapaon, face à Vikenti de Bassar, face à l'ASK de Kara, et tout récemment dans les fractions de secondes à Bafilo, nous sommes tombés peut-être cette fois-ci. Dieu va exaucer à nos prières. Et là, il faudrait compter avec cette victoire. Et après la victoire, voir ce qui va se passer au niveau de la commission de discipline. L'histoire de Sokodé, hier autour de 13h30, est parti très tôt et a passé la nuit à Kanté. Et ce matin, ils sont presque au tam-tam parlant, où ils joueront Doumou et Football Club de Mango. Bref, c'est les deux matchs, où peut-être chacun va retenir son soupe si c'est le bas du tableau. Je crois que le sort des deux équipes est déjà scellé entre Odalou de Kambolé et Tak de Sokodé. Pour eux, ils savent qu'ils sont en 2-3, mais ils joueront la dernière journée face à Agua et face à Kakatele de Depalé, qui est aussi à Sokodé, qui est du côté de Bouba, pour se reposer, parce que quand ça arrive dans de pareilles situations, on se rabat sur ceux qui sont de la localité, et l'équipe de Poupa joue l'AS Bina, et je crois que c'est comme ça. Mais bref, ce qui va retenir l'intention des deux équipes, l'intention, bref, du monde sportif togolais ce soir, c'est le match Doumbé de Mango, Unisport de Sokodé, et puis Odalou de Kambolé face à Unisport Odalou de Kambolé face à Agua, Football Club de Kousuntou, et après la victoire des deux équipes, il faudrait attendre maintenant la décision de Maître Ngele Nounyamafran. Et voilà donc l'ambiance dont on peut parler là-bas, tout va bien. Vous avez eu certainement aussi les nouvelles de Nisport. L'ambition, vous l'avez dit, c'est de gagner pour cette équipe de Kouloundé. Et ils ont les moyens peut-être d'aller surprendre Doumbé là-bas. Hein? Oui, mais pour ce qui concerne, je crois que vous parlez on va aller rapidement pour la dernière Nounyamafran. Je crois que du côté de Kara, demain après-midi, on va suivre le choc, l'ASK de Kara face aux Anges de Notin. Je crois qu'après le départ du Burkinabé, Bouraïma Kaboé, qui a dû démissionner de son poste, les dirigeants de l'ASK n'ont pas voulu tellement bouger les lignes. On a confié le coach intérimaire à Kassoum Guyazou, qui était l'entraîneur adjoint du Burkinabé, et on a amené un renfort Koumayi Madjabaou, qui va prendre le poste de préparateur physique. Et ils vont ensemble échanger pour voir le rôle et le schéma apporté pour passer d'abord le cap des Anges Football Club de Notia. Ça serait demain à Yevala Stadium, ici à Kara. Et là, non loin de Bafilo, non loin de Kara, à 23 km, on aura Fouadan Football Club de Dapaon qui va jouer contre Maranatha Football Club de Fioko. Et puis à Sokoré, on aura un duel de proximité. Et là, on va revenir peut-être dans la conclusion. On aura Semasi de Sokoré face à Koroki, Football Club Métété de Samba. Au match aller, Koroki avait pris les 3 points en battant les guerriers sur la marque de 2-1 sous une pluie battante et sous nos yeux. Aujourd'hui, Koroki est 8e avec 24 points. Semasi est 9e avec 21 points. En cas d'une victoire des guerriers de Tchaoudo, on va décaler et laisser Koroki derrière. Adam Fazazi ainsi que Fofana Aboubakar, tous deux. Chacun va essayer de prendre les 3 points de la journée. Nous avons vu sur notre passage Asko de Kara qui va aller défier l'équipe de Vikenti de Bassar du côté de Noté. Et là aussi, les deux équipes seront sur terrain neutre comme le Cap Fouadan de Dapaon Maranatha, Football Club de Fiapor. Nous n'avons pas pour enchaîner directement parlant des décisions qui sont sorties hier au niveau de la commission de discipline du côté de Bassar. C'est comme le ciel serait tombé sur la tête de tout un peuple. Je dis bien, c'est comme le ciel serait tombé sur la tête de tout un peuple. Et là, 2 ans de suspension pour l'équipe chère à tout un peuple. Ceux qui ont lancé les cailloux, ceux qui ont cassé les chaises, ceux qui ont tabassé les arbitres sont où aujourd'hui? Seuls Daoun Koundou et les cadres du Grand Bassar vont souffrir pendant 24 mois sur le plan financier. Et c'est ce que nous disons, nous devons marcher au pas, nous devons essayer de sensibiliser les gens, même dans les hameaux les plus reculés, parce que ceux qui ont fait ça, peut-être ne sont pas venus de Bassar ou de Kabou, ils seront venus de très loin d'une brousse quelque part,
Et je crois qu'aujourd'hui, la situation est tellement une situation salée pour Bikenti. Comme le cas de Fouadan de Dapaon, comme disait hier, le retour de Fouadan de Dapaon à Dapaon, ça sera le 27 février 2019. Et pour Bikenti de Bassar, le retour en pays Bassar, ça sera le 27 février 2021. Voilà, si les calculs sont clairs, je crois que c'est tellement compliqué pour ces équipes-là, mais ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, c'est Bikenti, aujourd'hui, c'est Fouadan, c'est Kotoko de la Vie. Les autres sont avertis. Nous, Namafran, je le dis haut et fort, les autres sont avertis. Parce que nous avons déjà enregistré des matchs à haut rythme qui peuvent suivre cette situation si la fédération ne met pas seulement du sien. Il y a Semassi, Koroki Metete de Tchamba demain à Sokore, il y a Asko, Dito à Kara, il y a Koroki Metete de Tchamba, Bikenti de Bassa, Semassi ASK à Sokore, Sarasport, Asko de Kara à Bafilo, on aura Sarasport, l'ASOTR à Bafilo. Tous ces matchs-là, c'est des matchs à haut risque. Nous allons demander au colonel Lakovi d'ouvrir grandement les yeux ainsi que sa troupe par rapport à ces matchs de l'intérieur du pays. Ce n'est pas aujourd'hui Bikenti, ce n'est pas aujourd'hui Fouadan. Les autres peuvent aussi retrouver sur leur passage Maître Ngele et sa bande. Tout le monde est averti et il faut commencer par marcher au pas si on ne veut pas peut-être retrouver dans sa base au 27 février 2020 ou 2021, nous n'avons pas. Merci Gueler Inoussa. Et là, on va se retrouver cet après-midi pour le match au Dalou Agoua à partir de 15h. 15h à Evala Stadium Makara, au Dalou de Kambole, Agoua de Kusuntu. Qui passera devant et du côté de Mango, on aura une histoire qui va aller défier Doumbe de Mango. Et entre les deux, même en cas d'une victoire, les deux équipes en tête avec 26 points, il faudrait attendre la décision de la commission de discipline chapeautée par Maître Ngele. 15h, Gueler Inoussa de Aïvala Stadium. Voilà, merci Gueler Inoussa. Et on a tout ramassé, on va revenir maintenant par faire les choses dans l'ordre. C'est-à-dire, nous avions parlé de la 14e et dernière journée dans la zone nord. Il faudra maintenant regarder un peu ce qui se passe dans la zone sud. Là, on a encore quelques journées à vivre après celle-ci, c'est-à-dire 2 journées à vivre encore dans cette zone. Pour ce week-end, c'est la 16e journée avec Ifodje qui est en tête. Et une victoire aujourd'hui d'Ifodje et un faux pas d'Agaza va certainement sacrer le club de la ville des 7 collines. Nolakina Borosé, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Tout va très bien. Très bien. Alors, Ifodje peut-être sacré dès ce week-end si Agaza ne gagne pas. Non, mais écoutez, les carottes sont cuites, hein. Ça, il faut le dire, il faut dire déjà en première division. Oui, ça. mais ça, si il faut dire gagne, à Gaza gagne, le suspense, bon, pas le suspense, on continue. Le suspense à Gaza, peut-être reste à son poste, c'est tout. Sinon, il faut dire. Et cette équipe est partie pour être en première division l'année prochaine. Je ne pense pas qu'il y aura encore des embûches sur son parcours au cours de ce match-là, quel que soit le résultat à l'issue de la rencontre. Il faut dire est déjà en première division, ça il faut le dire. Kofi Komla a rapidement su arranger tous les points, ramasser tous les points à la phase aller, donc ça lui a permis, quelles que soient les tergiversations à la phase retour, cette équipe n'est pas inquiétée de qui que ce soit. Donc, tranquille, l'équipe vient en première division. En tout cas, c'est ce que disent les supporters du club de la ville des 7 collines. On est très sûr de voir enfin Ifodje qui revient en première division et les autres matchs de cette 16e journée en deuxième division zone sud. Cet après-midi, il y a un match également à vivre en temps 2 contre Kotoko de la Vie. Ces 2 clubs aussi n'attendent plus rien dans ce championnat. C'est fini, on dira. Demain, à la Jeunesse Club d'Ago Étoile Filante à Gaza, Haotoé abrite le match Société Nouvelle des Phosphates du Togo Espoir. Du Zio à Blogame Asfosa reçoit Okiti. Et puis on parlait de ce match à Takpame entre Ifodje et Arabia. Et sans répit, on passe en première division nationale de football avec la 18e journée prévue ce week-end. Et déjà ce derby dans la région du centre entre Semassi et Koroki vu par Latino. Nous allons retrouver ce papier justement dans le courant de cette émission. Koroki, c'est bon. Anas, on peut y aller. On y va.
2 ans déjà que Semassi court derrière une victoire face à Koroki Metete en championnat. Un revers recto verso lors de la saison 2017-2018, puis une autre défaite cette saison à l'aller au stade Mamandanida. Ça fait beaucoup dans les statistiques qui vont en faveur du club de Tchamba, des paramètres scrutés à la loupe par toute une région qui sera divisée dans ce derby. En bon revanchard, Semassi voudra forcément prendre la direction du jeu, histoire de penser d'abord ses plaies, puis ensuite prendre enfin la mesure de Koroki Metete qui s'érige peu à peu en bête noire des Sémons. Les enjeux sont là, l'orgueil, le classement et autres. Gado Rachidou, Uronimini Bastou et Sowazina Achafichal et surtout Issifou Mumbarak, l'ancien de Koroki, ont la pression. Adam Fazazi et ses hommes seront à se coder peut-être dans la réaction, puis par la suite dans l'action. Eux, comme les Sémons qui restent sur une défaite en championnat. Semassi Koroki, match piège pour Abrao Samer, le conseiller technique des guerriers de Tchaoudjo. Match piège, un championnat dans lequel personne n'arrive à faire la différence. C'est vrai que ASK est en tête de la compétition, mais c'est un leader pas souverain, on va dire, avec le départ aussi de l'entraîneur titulaire Bouraïma Kaboré, qui a laissé sa place à Kassim Gouiazou, qui le secondait et appuyé par un autre ancien joueur de la région. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ce championnat? C'est un peu bizarre, personne n'arrive à faire la différence, Nieni Sebabi. C'est un championnat vraiment qui... Aujourd'hui, aucune équipe ne va se dire qu'elle est championne. Et ça va se jouer jusqu'à la dernière journée, je pense bien. Mais ça veut dire que le niveau est un peu élevé. Chaque équipe, dans son état-major, se prépare considérablement pour affronter ses adversaires, j'ose croire. Le jeu est serré. Les entraîneurs aussi connaissent bien leurs adversaires. Chacun se prépare à sa façon pour essayer de contrer les systèmes, les stratégies de l'équipe adverse. Ça fait qu'on rentre dans le dur de ce championnat. Et même à l'extérieur, on peut être battu. Même chez soi, on peut venir aussi prendre les 3 points. Donc ça veut dire que c'est un championnat à enjeu, dans tous les cas très très serré dans chaque équipe ou bien sur chaque match, tout est serré. Jean-Louis Koudionou, qu'est-ce qui peut expliquer ça? ASK, un leader fragile qui n'arrive pas à décoller, à creuser l'écart. Semassi, on ne le retrouve pas. Gomido et Koroki qui étaient sur l'échiquier continental du côté du Togo n'arrivent pas à imposer leur impact. C'est un championnat vraiment où tout le monde peut passer devant, tout le monde peut arriver tout de suite en bas de classement. Mais oui, il faut le dire, le premier a pratiquement 10 ou 11 points de moins que le premier aujourd'hui. Le dernier a moins de 10 points sur le premier aujourd'hui. Donc il faut dire que véritablement aucune équipe ne s'est détachée. Il n'y a pas une grande marge entre toutes les équipes. Le classement est très serré. Et puis ce championnat, je vous dis, le championnat dernier était plus riche que celui qu'on est en train de vivre cette année. Et c'est compte tenu du niveau de nos joueurs. Et ça, il ne faut pas se voiler la face. Nos joueurs ne travaillent pas beaucoup. Mais quand même, on a enchaîné 3 championnats. On a enchaîné 3 championnats. Et surtout, quand tu vois la mutation, le déplacement de nos joueurs, c'est-à-dire que le joueur, il fait 6 matchs ici, il attend le mercato pour aller ailleurs. Et c'est ça qui fait que nos équipes n'arrivent pas à retrouver véritablement leur marque. C'est-à-dire que quand tu veux, nous on veut de très bons joueurs en équipe nationale. Mais pour être en équipe nationale, il faut rester à son poste et dans une même équipe pendant 3 saisons. Je sais que par là, tu as gagné beaucoup en expérience. Or,
c'est à peine le tiers des joueurs de ce championnat qui sont dans la même équipe depuis 2 saisons. Donc, ça fait qu'on ne peut véritablement pas avoir un bon niveau au niveau du championnat. On ne peut pas avoir du bon résultat. Regardez, depuis, je pense, la 8e ou la 9e journée, où Seonou Eli était le meilleur buteur de ce championnat à 8 buts, je pense. Oui. Et il est jusque-là. Depuis, il n'a plus marqué. Depuis, personne ne l'a dépassé. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de problèmes au niveau du travail devant les buts, de l'efficacité de nos attaquants, de la lucidité devant les buts. Il y a beaucoup de choses qui manquent, la culture, la formation. Il y a beaucoup de choses qui manquent et ça fait que on a des problèmes pour pouvoir apprécier les joueurs pendant les matchs. Quand on te dit d'aller sur un match pour sélectionner un joueur, je te dis, quand tu mets les critères sur ton papier, et vous y allez, vous ne trouvez rien. C'est difficile de prendre un seul joueur pour dire que je peux le proposer en équipe nationale. Au jour d'aujourd'hui, j'ai regardé pratiquement toutes les rencontres de ce championnat. C'est un peu compliqué. Il faut qu'on aille faire autre chose sur le terrain. Sinon, je dis au niveau de la fédération, personnellement, je suis très content qu'il y ait une certaine régularité dans l'exécution de leurs tâches. Mais la fédération fait ce qu'elle doit faire. Mais au niveau, sur les terrains, il faut qu'on essaye aussi de travailler, de ne pas trop s'amuser. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour faire le travail. Donc, tout est mélangé et puis ça ne donne pas du fruit. Oui, Tina, comment est-ce qu'on peut comprendre une telle, on va dire, situation dans le championnat après 17 journées? On ne voit pas forcément un favori pour le titre. C'est très serré. Le championnat est fort ou le championnat il est bas, on va dire? Bon, le championnat, il reste ce qu'il est. Moi, je parle plutôt de l'absence de motivation, de façon générale. C'est-à-dire qu'on prend le championnat lui-même. Qu'est-ce qu'il offre à la fin? Pour l'interrogation. Maintenant, au niveau des clubs, on sait qu'en début de championnat, ils n'ont pas réellement perçu ce qu'ils devaient. Est-ce que ça aussi, ça agit sur la gestion des joueurs? Pour l'interrogation. Donc, je pense que quand on rassemble tout ça, globalement, on va se demander, est-ce que voilà, les gros morceaux, comme on les connaît, Asco, Gomido, tout ça aujourd'hui, on ne les retrouve même plus à leur place. Donc, c'est un peu comme si la plupart de ces clubs ne sont plus intéressés à aller vers l'euro parce que voilà, quand vous finissez premier, deuxième, il faut aller compétir sur le continent, mais il n'y a pas assez de moyens. Donc je pense qu'il y a de la motivation qui manque à ce niveau. Maintenant, il revient aux promoteurs, à la fédération, de réellement hausser le quota du championnat en termes de récompenses financières pour que les clubs, les joueurs sentent que voilà, nous y allons pour quelque chose, nous y allons pour décrocher quelque chose. Voilà, il manque de la motivation. Maintenant, au niveau des joueurs, on sait que c'est le travail qui paie. Le joueur ne travaille pas seul. Ils sont encadrés, les entraîneurs font ce qu'ils font. Mais je pense que il reste encore des journées, peut-être qu'ils vont remonter. Surtout en termes de buts et en termes de points, c'est tellement moyen que on se demande réellement si c'est le champion de la première division. Vraiment. Mohamed Touré, vous avez compris ou bien vous comprenez ce qui se passe? Oui, Franck, moi personnellement, il faut comparer ces deux championnats, le championnat passé et ce championnat. Franchement, ceux qui vont traiter ce championnat de championnat serré ou bien quoi, sont en train de se tromper. C'est vrai? Oui, non. Mais c'est serré sur le classement. Non, c'est un championnat bizarre, ce n'est pas que c'est serré. C'est bizarre pour vous. Bizarrement serré. C'est bizarre. Ça dit qu'aujourd'hui, tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre partout. Ça dit qu'on ne comprend pas. Quand on prend l'année passée, le championnat passé, un bon technicien, même local ou international, peut former 2 équipes locales qui peuvent valablement remplacer les éperviers. C'est vrai. Wow. Franchement, oui. Moi, c'est ce que je dis. Mais cette année, franchement, comme le coach vient de le dire, s'il faut piocher pour renforcer les éperviers, le roi va se moquer de nous qui le critiquons. Nous qui vantons le mérite de ce championnat. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le niveau du championnat togolais, moi, je prierais même les clubs à la fin vont sortir premier ou deuxième, de ne pas s'engager. À moins qu'ils ont des dirigeants capables de chercher vraiment à renforcer leur effectif, à vraiment organiser une bonne préparation
avant de sortir, sinon nous allons se faire humilier sur le plan international. L'essentiel, comme Bourget vient de le dire, ce n'est pas d'organiser, d'avoir la régularité du championnat. Aujourd'hui, psychologiquement, ça agit. Une fédération qui est là, qui se dit que bon, l'essentiel qu'on n'a qu'à organiser, on dit presque toutes les catégories, ça joue, même les dames, ça joue. Ce n'est pas ça l'essentiel. Il faut organiser à la fin, avoir un bon résultat. Qu'est-ce que cela aboutit? Qu'est-ce que cela a donné? Une fédération qui invite les présidents du club, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, qui prennent 2 millions et qui ne disent rien. À la fin, qui prennent 2 millions aussi, qui ne disent rien. Donc, ça veut dire que ils ont consenti. Donc, pour eux, il faut finir notre programme. On a un programme pendant 4 ans qu'on a établi. Donc, il faut que cela continue. Sinon, ça n'aboutit à rien. Oui, je vais rebondir un peu sur ce que Jean-Luc Louis a dit tout à l'heure. Moi, je pense que le niveau de ce championnat est bas parce qu'il a eu beaucoup d'imitations. Toutes les équipes sont reparties à zéro. Quand vous voyez les ossature des équipes du championnat passé, dans tous les clubs, c'est revenu à 40%. 60% sont partis de l'autre côté, 60% sont partis de l'autre côté. Je prends le cas espèce de la Sauterre. Voilà. On était la 3e meilleure attaque. Puis la 7e défense. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut changer dans cette équipe? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Quel secteur il faut renforcer? Si on est 7e défense. On doit renforcer la défense. La défense, mais ce n'est pas le cas. Tous les joueurs sont partis pratiquement. Et ils ont repris. Quand on prend le cas du Dynamique togolais, vous voyez, tous les joueurs sont partis. Et ils ont recommencé à zéro. Quand on prend le cas de Gomido, c'est pareil. Quand on prend le cas de Koroki, c'est pareil. Quand on prend le cas de Semassi, c'est pareil. Comment est-ce que ce championnat peut avoir le niveau? C'est pareil. Maintenant, au niveau du premier buteur, notre meilleur buteur, Koudagba plutôt. C'est normal qu'il ne puisse pas marquer les buts. Pourquoi? C'est ceux-là avec qui il a joué l'année passée, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Donc, ceux-là qu'il a repris aujourd'hui, est-ce que ces gens savent comment ils se déplacent, comment il faut lui donner les ballons? Il faut mettre combien de temps pour qu'il y ait cette cohésion-là? Voilà, donc le niveau de ce championnat équivaut à la mutation que les clubs se sont permis de faire avant la saison. Avant le début de la saison. Voilà ce qui est dit par rapport au niveau du championnat. Et pour vous donner tout le calendrier de cette 18e journée, sachez que à Notiek, Bikenti joue contre Asco. Voilà, ça commence par peser sur le club de Bassar. Le club de Bassar qui reçoit à domicile à Notiek. À Sokodé, il y aura ce match entre Semassi et Koroki. Et à Palimé, Gomido va jouer contre Boulouessou. Akara, ASK reçoit Orange Football Club. Bafilo, Fouadan, Maranatha. Fouadan également paie, on va dire, pour les actes de violence. À Tchévier, Astogopor joue contre Sarah Football Club. Vous connaissez la raison. On refait les choses au niveau du stade municipal. Et puis à l'état-major, Dito est reçu dans son jardin par l'AS Sauterre. Voilà. Et on parle justement de ces sanctions-là. Bikenti qui s'en sort avec 1 million de francs d'amende, fois dans 500 000. Kotoko qui a été également puni pour cause de violence, 300 000, c'est ce qu'il faut dire pour Bikenti. Il y a 2 ans d'interdiction de jouer à domicile. Pour Fouadan, c'est un an. Donc si on veut faire les calculs, Fouadan, sinon Bikenti va retrouver le domicile en 2021 et Fouadan, ce sera en 2020. Et oui, c'est bon, ça peut permettre d'éradiquer la violence. Je pense que c'est le minimum d'ailleurs, parce que et là, quand tu vois ce qui se passe sur le terrain, ce n'est pas, on ne va pas au football pour faire la guerre, non. On va jouer au football pour se créer d'abord de l'amitié. On va au football pour faire la paix. Mais s'il faut aller au football pour revenir blessé avec des coups de couteau, des coups de pierre et tout, c'est pas normal. Donc c'est juste pour dire aux gens que ce n'est pas la bonne manière de pratiquer le football et que attention, ils sont très avertis maintenant, et gare aux récidivistes. Et ils sont très avertis. Donc les sanctions, moi je pense que la commission de discipline a fait
un travail louable, hein, et ça il faut le dire. Parce qu'on ne peut pas cautionner les âneries sur le terrain, c'est impossible. Donc ça suffit maintenant, il faut qu'on tape du... Moi je félicite beaucoup cette fédération encore, hein, je le dis, qui ne se lasse pas de faire le minimum pour sensibiliser les gens à la discipline, au respect des lois du football. Et maintenant, il faut encore un regroupement, surtout des présidents de club. Il faut qu'ils se retrouvent en eux pour discuter et savoir ce qu'il faut faire quand il y a eu un match chez eux, ou s'ils sont en déplacement, il faut savoir gérer la troupe qui vous accompagne pour jouer au football. C'est un peu ça. Sinon, je dirais, c'est bien, mais pour ne pas trop pénaliser les équipes ou les clubs dans l'avenir, il faut que les présidents arrivent à distinguer, à extirper les fauteurs de troubles et à les conduire vers la fédération, vers la commission de discipline pour qu'on puisse les interdire de stade. Et je pense que c'est des mesures qui seront... qui feront que les clubs ne seront plus véritablement pénalisés. On va individualiser les sanctions. Je pense que ce serait encore mieux. Mohamed, c'est bien pour Rugby Kenti, Fouadan et Kotoko? On peut dire que ça fait mal, surtout quand on entend que Bukenti ne jouera pas pendant 2 ans à domicile. Ça fait mal. Mais il faut de telles choses pour franchement éradiquer la violence, pour décourager les autres. Je pense qu'avec la sanction de Bukenti, la sanction qui va tomber pour Okiti serait plus exemplaire. Parce qu'on était en train de parler des violences quand ça s'est répété à Badou. Donc je n'anticipe pas les choses, mais je pense que là-bas, ça doit être plus sévère. Vous pensez qu'on doit frapper plus fort? Et ainsi de suite. Ceux qui vont encore répéter. Mais on voit même des relégations. S'il faut même, un cours du championnat, même reléguer un club à un niveau inférieur, il le faut. Parce que nous n'allons pas sacrifier des vies humaines pour des inutilités. Des vies humaines pour des futilités. C'est-à-dire que des enfants des autres, aujourd'hui même, quoi qu'on dise, les arbitres, bon, les gens disent que c'est les arbitres qui sont des fautifs, bien sûr, eux autres aussi sont en train de se débrouiller, ce n'est pas facile, ils ont appris, et puis on ne peut pas, même, on le dit sous chaque temps aussi, nous souvent devant les écrans, on voit ce qui se passe, donc ce n'est pas à cause de notre joie à crier seulement qu'on va essayer de tabasser des gens à mort. Là, il faut que cela s'arrête. Donc franchement, je pense que ça fait mal, mais on doit accepter. Et même s'il faut même être plus sévère encore, je suis pour. Il le faut, oui. Dans la Kina Borosé, vous disiez que pour circonscrire la violence dans les stades, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qui s'est passé à Kaboul lors du match Bikenti-Gomido et puis lors du match d'Ito-Fouadan, on a sanctionné 2 ans pour Bikenti, 1 million de francs d'amende, 500 000 pour Fouadan, 1 an. Et derrière, c'est bien. Quand on écoute ça, on peut se dire, oui, moi, je ne suis plus pour la violence. Ça peut décourager. Je pense qu'on aurait tous souhaité entendre que les 2 ans et 1 an, c'est pour les fauteurs de troubles. Ça aurait été une réponse directe à la violence. Maintenant, dans le contexte sportif, ces sanctions répondent aussi à tout ce qui est établi même au niveau de la FIFA et tout ça. Il y a ces sanctions au niveau des stades. Mais si c'est bon ou c'est pas bon, sur le plan social, on va dire, voilà, on va priver ces villes-là de divertissement majeur. Sur ce côté, on va dire, non, pourquoi on a fait ça? Mais je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est de remarquer que malheureusement, ce sont les clubs, on va dire, qui payent les pots cassés, voilà, parce que aujourd'hui, les clubs vous diront, tous ceux qui sont auteurs de ces violences-là, on ne les connaît pas, on ne sommes pas affiliés à eux. Donc voilà, ça remet en cause maintenant l'effort que ces clubs-là doivent faire pour réellement identifier c'est qui leurs supporters, c'est qui leurs fanatiques. Et dans ce lot-là, c'est qui ces spectateurs-là qui viennent juste peut-être parce qu'ils aiment le football, parce qu'ils viennent parce qu'ils ont été invités, ils viennent parce qu'ils ont un rendez-vous. Donc il y a toute catégorie de personnes dans le lot du public sportif. Mais si on n'arrive pas à identifier, les clubs paieront toujours. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il est important, tous ces clubs-là qui sont sûrs qu'ils ont des groupes de supporters, il faut réellement qu'ils soient organisés, avoir des contrôleurs, des superviseurs. Ceux qui sont là, non seulement pour contrôler les supporters eux-mêmes, mais pour aussi regarder ce qui se passe autour. Comme ça, quand il y a violence, ils peuvent témoigner, ils peuvent regarder que voilà, pendant le match, j'ai vu telle personne faire ceci. Donc, le rôle revient au club de réellement sensibiliser.
autre aspect, c'est aussi informer ces supporters-là. Il y a d'autres moyens. Voilà, si on se sent tricher, ça ne vaut pas la peine d'aller directement taper les gens. Mais nous pouvons porter réserve, nous pouvons faire des recours. Donc, il faut que les supporters soient au courant de comment ça se passe dans le football. On ne peut pas faire justice soi-même parce que l'arbitre n'a pas vu ceci. Mais dites aux supporters que nous pouvons le faire après le match et faire des enquêtes. Ça aussi, ça peut aider. Maintenant, les sanctions, 1 an, tout ça, c'est déjà tombé. Je ne sais pas comment les clubs vont le gérer. Mais bon, c'est difficile de dire c'est bon, c'est pas bon. Mais jusque-là, on n'a toujours pas eu les responsables. C'est ça même le gros souci. On ne sait pas qui, on n'a même pas touché qui a tapé jusque-là. Donc ça posera problème parce que c'est vrai que les clubs ont eu des sanctions, mais les fauteurs de troupes sont toujours là. Voilà. Je voulais rebondir un tout petit peu on va aller plus rapidement, en répondant à M. Borosé. C'est-à-dire qu'il y a les présidents de clubs, les présidents des supporters qui connaissent, qui distinguent les fauteurs de troubles. C'est vrai, ils les connaissent tous. Ils les connaissent parce que c'est des gens... Parfois, c'est des gens qu'on ne connaît pas. Ils ont l'habitude de cohabiter avec ces gens-là et quand tu poses des questions, tu sens qu'ils connaissent, mais alors... et dénoncer cette personne-là pour qu'on la prenne pour peut-être l'enfermer à la gendarmerie et tout, on va dire que c'est toi qui as dit que c'est mon fils qui a fait. Mais c'est au Togo, on peut faire ça. C'est au Togo, c'est ça. C'est une triste réalité, mais c'est ce qui se passe. Ces gens. Voilà. Et maintenant, au niveau de la culture des stadiers, les stadiers ne regardent pas le match. Dans tout pays, les stadiers ne regardent pas le match. C'est eux qui regardent plus le match. C'est eux qui regardent plus le match. Le stadier, il tourne le dos au terrain. Maintenant, c'est juste pour regarder ce qui se passe, le mouvement des supporters, des spectateurs devant toi. C'est ça ton rôle. Maintenant, il faut aller à l'éducation de ces stadiers-là. Les paramètres qui doivent concourir maintenant à la sécurité de nos pelouses, de nos terrains. C'est très important. Il est vrai, il y a des gens qui ne sont pas dans le groupe des supporters. C'est des gens qui boivent leur sorabi, mangent à fumée, ils viennent juste pour regarder le match et dire des bêtises. Même leur propre joueur, il peut lui lancer des cailloux. Lui, il ne sait plus ce qu'il fait en ce moment. Ça se fait. Donc maintenant, il faut un peu plus de corps habillés, de gendarmes, de policiers sur le terrain. Il y en a habituellement, mais ils sont souvent dépassés, débordés. Voilà. Parce que sur un terrain de Semassi, par exemple, vous ne pouvez pas envoyer 10 gendarmes policiers. Vous pouvez, ils sont pratiquement 1 million à regarder le match. Vous pensez que 20 corps habillés peuvent gérer ce groupe-là? C'est impossible. Donc il faut vraiment penser à ça. Ben oui, Mohamed, on va très vite. Normalement, ces sanctions doivent permettre de clarifier certaines choses. Lorsque le club est en déplacement, ça permettra de voir les vrais supporters. Ceux qui vont quitter Bassar pour Notier, ceux qui vont quitter par exemple Dapango pour là où c'est Fada va jouer. Oui. Là, en ce moment, ça permettra d'identifier les vrais supporters et qui seront vraiment organisés. Là, en ce moment, lorsqu'il y aura des matchs à domicile, ça leur permettra d'identifier les intrus, ceux qui seront là pour causer la violence. Et aussi, la fédération aussi, ça permettra à la fédération de savoir les présidents de clubs qui sont pour la violence. Parce qu'après les sanctions, je pense que les gens vont, au lieu de chercher à faire recours par voie légale, vont chercher à appeler, menacer, dire des choses. Donc, de les indexer. C'est des choses comme ça qu'on doit. Voilà. Pendant ce temps, le stade municipal se fait maintenant beau avec une nouvelle pelouse synthétique et le ministre, en milieu de semaine, a rendu visite, a voulu voir les choses de près. Nous écoutons Foli Bazi Katari. Je voudrais tout simplement dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de stade à Lomé. Depuis toujours, le stade de Kégué est fermé pour des raisons de rénovation totale. Et entre-temps, compte tenu des difficultés et des problèmes que pose le stade municipal, le président de la République lui-même a demandé que ce stade soit aussi rénové. En même temps qu'on est en train de rénover le stade de Kégué. L'État a alors mis beaucoup de moyens pour la rénovation de ce stade-là. Nous avons estimé qu'il ne faut pas attendre que le travail se termine avant de venir voir ce qui se passe.
Donc nous avons choisi la période des toutes premières pluies pour voir ce qu'il y a sur le terrain. Et puis en plus, nous sommes aussi préoccupés par le regroupement des éperviers pour le match décisif du 24 au Bénin. Nous avons été totalement satisfaits de l'avancement des travaux et nous souhaitons vivement que le stade, au moins celui-ci, soit vite livré et que même nos éperviers aient l'occasion de se préparer pour le prochain match qu'ils auront au Bénin. Voilà, le ministre Katari, à l'instant, et encore lui, il va parler également d'autres aspects de la chose. Nous devons veiller à ce que les choses se passent bien. Il n'y a pas eu que des revêtements, il y a eu des travaux de curage et autres là, vous vous souvenez bien. Lorsqu'il pleut sur ce stade-là, c'est carrément une piscine totale. Mais aujourd'hui, on n'a pas fait seulement que mettre le revêtement. On a essayé de faire des travaux de curage pour que l'eau puisse couler et puis ensuite, on fait alors ces travaux-là. Une fois le terrain livré, que les choses se passent très bien pour longtemps. Donc voilà la raison de notre visite. Nous estimons que quand le président de la République et le gouvernement font des efforts, nous avons l'obligation au moins de nous assurer que les choses se passent dans de bonnes conditions. Et voilà le ministre des Sports, Foli Bazi Katari. Oui, Nola Kidabourosé, vous êtes pour les infrastructures, les meilleures conditions de jeu. Et il semble que cette pelouse synthétique fait partie de la dernière génération. C'est une bonne nouvelle. Je pense que Adebayor serait très content à l'heure actuelle. Oui, c'est pour rire, mais je pense que bon, il faut dire merci et félicitations au gouvernement, même si ça a tardé, c'est pas important. Maintenant ils l'ont fait. Mais vaut tard que jamais. Voilà, bon, maintenant l'important c'est que les joueurs, tous les acteurs qui vont commencer à courir sur cette nouvelle pelouse nous produisent quelque chose de meilleur par rapport à tout ce qu'on a vu dans le passé. C'est juste ça l'important, que les joueurs s'appliquent, que les joueurs montrent réellement que voilà, ils sont capables de produire de bons jeux, que voilà, c'était parce que les conditions n'étaient pas aussi bonnes qu'ils jouaient mauvaisement. Donc on attend juste voir les compétitions quand ça va redémarrer. Et puis surtout aussi la gestion. Il faut maintenant que voilà, ce stade soit réellement bien géré et puis bon, on sera tous pour les efforts du gouvernement. Oui, le problème des infrastructures au Togo est réel. Oui, le stade municipal qui va avoir bientôt est en train d'avoir une nouvelle pelouse synthétique. Ça permettra aux joueurs de bien poser le ballon, de bien se faire plaisir. Voilà, c'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose, mais là où je suis un peu confus, on me parle du gouvernement alors qu'on nous avait parlé des projets FIFA. Je sais pas. Non, ça, c'est le gouvernement. C'est Atakpame, Kara et Sokodé. C'est ça qui couvre les projets FIFA. Les projets FIFA. Alors là, félicitations au gouvernement, même si c'est tard, félicitations. C'est ce qu'il devait faire depuis des années. Si un pays comme le Togo qu'on estime comme dans la sous-région comme un pays de football qui n'a pas de terrain, qui n'arrive pas à recevoir une compétition, franchement, c'est un peu déplorable. Donc, je pense que c'est le début. Même si les gens disent que le terrain synthétique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Mais c'est ce qu'on a. On doit se réjouir de ça. On doit l'accepter. Puisque la fois passée, je pense après l'émission, les gens m'ont interpellé que mais c'est synthétique, que c'est pas. Mais que même si j'ai dit que c'est une bonne chose, nous sommes fiers. C'est ce que nous avons. Alors vous voulez quoi? Quand on a joué sur les chaudrons rouges, non, ça c'est mieux. Alors là, même si je pense que l'entraîneur des éperviers a qualifié la pelouse, donc alors là, ça veut dire que c'est une bonne chose pour le football togolais. Et je pense que ça ne s'arrête pas là. On doit penser aussi. Je pense que ce gouvernement qui est là, même si c'est pour un temps, doit penser au moins à construire des stades dignes de ce nom pour prévoir accueillir des compétitions telles que la CAN, même si c'est les co-organisations. Sinon, se limiter au stade municipal, le stade de Kégué, je pense que ce n'est pas bon pour le football. Peut-être que le Togo va s'engager pour l'édition, qui sait, dans 20, pourquoi pas. Mais beaucoup disent qu'au-delà de ça, il faut engager des travaux de construction parce que les infrastructures... Non, c'est pas ça. On n'a véritablement pas de terrain au Togo. Et quand tu constates un tout petit peu les terrains sur lesquels le championnat se déroule, c'est là même, c'est ça qui attire les gens à faire de la violence. Et moi, j'ai souvent dit, si on pouvait répertorier 3, 4, 5 terrains grillagés au Togo ici, et qu'on peut commencer par jouer, par exemple, la 18e journée,
On joue vendredi, on joue samedi, on termine la journée. Et dimanche, je pense que ce serait une très bonne chose. Mais jouer dans l'enceinte des établissements, c'est le championnat, qu'est-ce que vous voulez que ça amène? C'est ça. C'est ça, il n'y a pas... Bon, les gens, on a clôturé des terrains avec la clé. La clé. Et puis à l'intérieur, oui. On donne un coup de pied, puis c'est... Voilà, ça se déchire, et puis les gens rentrent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, il faut je suis très content avec le stade de Kara, l'appel de Kara, de Sokoré et d'Atapamé, plus les 2 terrains qui sont en réfection à Lomé. Je pense que c'est 5 terrains. Hein, il y a Montien aussi, voilà. Aussi, ouais. Il y a au moins 6 terrains et on peut faire jouer le championnat uniquement sur ces terrains-là. Et je pense que ce serait une très belle chose. Au lieu de... Ailleurs, on le fait. Ah, oui, on ne joue pas dans toutes les villes, dans toutes les contrées. Non, parce que c'est pas obligé de jouer dans toutes les villes, et surtout quand l'environnement n'est pas serein, l'atmosphère est malsaine pour organiser un championnat ou un match. C'est pas la peine de l'organiser là-bas. Je pense qu'il faut féliciter l'effort du gouvernement, mais rien ne sert d'avoir des infrastructures. Il faut les entretenir. Maintenant, c'est là-bas qu'il faut que nous là où le bas blesse. nous basons pour que ces infrastructures-là, nouvellement faites, soient bien entretenues. Voilà. Parce que cette pelouse, il semble qu'on doit souvent l'arroser pour que ça reste... Vraiment l'entretenir dans tous les cas pour que ça soit vraiment une pelouse qui va durer sur une longue durée. Voilà, parce que c'est des nouvelles pelouses qu'on vient d'avoir aujourd'hui, c'est pas de bonne qualité, c'est pas des anciennes, mais aujourd'hui c'est l'entretien. Voilà. Et puis c'est le terrain, le stade, ça va nous permettre aussi de faire de bons matchs là-bas, puisque par le passé, comment ça se passait? On jouait de 2 matchs, 3 matchs, voilà, nocturnes. Il y a des matchs nocturnes que nous allons pour suivre à Lomé. Mais aujourd'hui, si on a un bon terrain, comme on vient de le dire, un bon stade où la pelouse est très bonne, on peut jouer 2 journées, 2 matchs sur ce terrain du championnat. 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche. Oui, voilà. Ça nous permet de voir un bon match, de voir le niveau réel des joueurs, parce que là, les terrains sur lesquels nous jouons dans les CG, tout ça là, c'est ça même qui est l'objet. C'est compliqué d'évaluer un joueur sur ces terrains-là. Un joueur, c'est ça même qui est l'objet des violences. Une balle qui fait un rebond, et ça mélange les 2 attaquants, le défenseur et l'attaquant, l'arbitre siffle un penalty, naïvement, ça croit toujours des violences. Si vous voyez le penalty de Okiti, mais c'est pas possible, c'est l'état du terrain. C'est le rebond qui a engendré. C'est bien d'avoir des infrastructures. Oui, des infrastructures. En tout cas, une fois encore, félicitations au gouvernement. Et puis, oui. Je pense qu'il faut rappeler pour cette histoire de les gazons synthétiques ne sont pas bons. Il faut juste rappeler qu'il y a plusieurs types de gazons synthétiques au fait. Il y a des gazons juste pour le paysager, mais qui sont synthétiques. Mais les gazons sur lesquels on joue au football passent des tests. Et la plupart du temps, ce sont des gazons certifiés FIFA, avec des étoiles, 3 étoiles, 1 étoile, 2 étoiles. Donc, ce sont ces gazons-là que la FIFA autorise qu'on joue au football. Je crois que le gazon qu'on vient d'enlever au municipal, c'était des gazons certifiés FIFA. Donc, ce sont des gazons qui respectent les normes du jeu, comme la FIFA. Donc, ce n'est pas les gazons qu'on retrouve dans les bars, restaurants, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est des gazons typiquement pour le football. Oui, on va terminer, Mohamed. On va terminer. Ce que le ministre Foli Bazi doit être vraiment entouré de bons conseillers pour qu'il soit vraiment le porte-parole du sport auprès du gouvernement. Pour que le gouvernement puisse financer le vrai sport. Pour que le gouvernement puisse financer le vrai sport au lieu de financer des inutilités. Aujourd'hui, vous l'avez vu, Infantino est arrivé, il a été reçu par le chef de l'État. Donc il faut que le chef de l'État sache réellement que le football c'est quelque chose. Au lieu qu'on finance le vrai football, on va financer des autres pour leur poche. Ça doit arrêter. Vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà, qu'on finance d'ailleurs tous les sports et on remarque juste une pause et derrière on parle du congrès de la dernière fois. Et voilà, il y a une semaine, la Fédération togolaise de football tenait son congrès ordinaire annuel et au sortir de ce congrès, il a bien voulu accorder une interview à la presse. Je propose d'écouter le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi-Apovi. Nous retenons comme grande ligne les projets avec la FIFA. Les projets Forward 1.0 où nous avons parlé des poses des pelouses synthétiques dans les différentes régions
comme Matapamé, Sokodé et Kara. Et dans les projets Forward 2.0, c'est notre vision à parfaire exactement tout ce que nous pensons pour le bien de la Fédération togolaise. Nous avons pensé dans ce projet 2.0 la construction d'un centre technique et voir beaucoup de choses qui vont arriver après. Nous avons reçu le soutien du gouvernement par la présence effective du ministre en charge des sports. Nous avons lancé aussi un appel à l'endroit des éperviers pour le match capital que nous avons le 24 mars à Cotonou. Et nous avons, en marge donc de ce congrès, parlé des violences sur le stade. Nous avons eu des débats avec tous les acteurs de football et nous avons essayé de collecter des propositions. Nous avons effectivement fait des propositions que nous avons soumises à notre ministre de tutelle. Et aujourd'hui, avec l'apport des uns et des autres, nous allons profiner ces propositions pour que nous éradiquions complètement des violences sur nos stades. Voilà, le colonel Guy Kossi Akpovi, on a parlé budget, le budget de 2019 qui s'élève un peu plus de 2 milliards. On a parlé également on va dire du corps électoral. Désormais, 12 vont voter pour l'AD1, 12 pour l'AD2, 5 dans la zone nord, 7 dans la zone sud. Il y aura désormais 24 ligues qui vont pouvoir voter. Le corps électoral fait désormais 48 au total. Autre aspect important de ce congrès, c'est que on a intégré 2 associations, celle des joueurs de foot du Togo et celle des entraîneurs de foot du Togo. Nini Sebabi, vous êtes le président de cette association des entraîneurs de foot du Togo. Vous êtes content? C'est avec une très grande fierté que nous sommes sortis le samedi passé du congrès par rapport à notre intégration à la FTF. Qu'est-ce que ça va changer pour votre association maintenant? Aujourd'hui, je pense que nous sommes membres affiliés à la FTF. Je pense que nous allons apporter notre expertise et notre expérience dans la programmation annuelle vraiment des compétitions qui seraient organisées par la FTF. Donc, nous aurons notre mot technique à donner dans ce sens. Et puis, nous serons aussi membres effectifs pour aller voter pour le congrès à venir. Cet aspect est très important. Hein. Vous avez l'occasion maintenant de choisir ceux qui vont diriger ce football-là. Cet aspect est important. Oui, on en a lutté depuis des années et ça n'a pas eu lieu. Aujourd'hui que nous sommes affiliés à la fédération, je pense que c'est avec une grande fierté que nous allons participer au vote par les années prochaines. Beaucoup disent que c'est juteux quand on vote à la fédération. Beaucoup disent que c'est juteux. Je pense que c'est l'autre aspect du point de vue des autres. Mais nous, aller vraiment voter pour voter la personne ou bien l'équipe qui peut venir travailler pour l'évolution du football togolais. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement aujourd'hui dans la vie de l'association des entraîneurs de foot du Togo? Vous avez parlé que vous allez désormais peser au niveau peut-être du choix de la politique sportive, les entraîneurs ont choisi. Vous allez faire front pour maintenant peser plus dans la balance? Oui, c'est ce que je disais tantôt, parce que par le passé, les entraîneurs n'étaient pas associés dans la programmation, dans la planification du football au niveau de la fédération. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas le faire sans nous. Nous aurons notre mot à dire. Comment planifier des compétitions annuelles. Nous allons donner nos propositions, le championnat, le calendrier. Comment l'élaborer. Nous allons aussi donner notre point de vue. Et puis, toutes les catégories de compétition, comment les faire. Puisque avant, les entraîneurs n'étaient pas associés, mais aujourd'hui, nous sommes membres de la FTF, ils sont obligés de faire avec nous. Alors, vous allez peut-être proposer une philosophie de jeu pour le Togo parce que certains pays s'identifient à propos de ces philosophies-là. Peut-être le 4-2-3-1 pour le Togo, le 4-4-2, le 5-3-2, ainsi de suite. Vous allez essayer d'avoir une philosophie de jeu pour le football togolais? Je pense que la philosophie de jeu, comme vous le dites, ça part de la direction technique nationale. Aujourd'hui, elle n'est pas là. Mais si on nous la confie, je pense que c'est bien. Nous allons essayer d'imposer le système de jeu sur le plan que le Togo doit adapter. Mais certes,
ce système de jeu, comme les gens le prétendent dire, ce n'est pas forcément que l'équipe nationale joue un système de jeu que moi, si je suis entraîneur de l'AS Auxerre, je vais jouer ce système. Le système se joue par rapport au match et en fonction... Par rapport à l'adversaire en face, c'est vrai? Oui, par rapport à Mais l'adversaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas une philosophie de jeu de base? Voilà, la philosophie de jeu de base doit commencer déjà au niveau des académies. Voilà. Là, on parle au plus haut niveau des systèmes stéréotypés. Voilà, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur le Togo, vous savez en même temps que la base, ça se joue à 4-4-3-3-3, à 3-5-2, comme avant en Allemagne. Quand vous cliquez, c'est le 3-5-2. Il n'y a pas, mais aujourd'hui, ils ont développé le jeu jusqu'à aller à la chaîne à 4. Ça doit être 4 défenseurs, 4 milieux du terrain, 2 attaquants de pointe. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre football moderne où presque toutes les équipes jouent la chaîne à 3, le 4-3-3-3. Donc, c'est à nous maintenant, par rapport au niveau de nos joueurs, par rapport à leur morphologie, par rapport à leur profil, pour imposer un système de jeu. Et vous avez parlé d'une chose il y a quelques secondes, l'absence de la direction technique. On sait que Lano Elita a fini, on va dire, son mandat. Et là également, ça vous intéresse? Vous avez votre mot à dire? Mais bien sûr, bien sûr. Parce que là, c'est un poste vacant. Comme nous sommes affiliés, je pense que la fédération pense-y. Il doit y avoir des techniciens qui vont s'associer à eux pour faire un travail technique en matière de football. Voilà. Oui, Jean-Louis Koudionou, quel est l'aspect du congrès qui vous a intéressé? Non, mais d'abord, l'affiliation de l'association des entraîneurs, vous savez, j'en suis un. Et ça, déjà, j'ai véritablement bien applaudi le jour-là. Et j'étais très content parce que ça fait belle lurette. On luttait pour cette affaire. Et enfin, la fédération a pu nous associer à son... parmi ses membres, oui. Ouais, parmi ses membres. À partir de maintenant, il y a... comme tu l'as dit, tu as essayé de tout décortiquer d'ailleurs, et même avec le président. Le président doit avoir au moins, surtout au niveau de la planification des calendriers du championnat, il faut qu'on demande un tout petit peu l'avis des entraîneurs via son président. Et puis, nous, on est là pour aider le président, pour lui dire ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Et donc, il doit avoir son impact. Et surtout, quand vous parliez tout à l'heure de la tactique, s'il faut essayer d'harmoniser la tactique au niveau de toutes les équipes, ce n'est pas évident, Et surtout, vous voyez aujourd'hui, nos équipes, nos joueurs aujourd'hui ont des difficultés d'adaptation aux différents systèmes de jeu, parce que cette culture de bas âge, ils ne l'ont pas acquise. Et c'est compliqué. C'est pourquoi on parlait déjà du niveau bas de ce championnat. C'est parce que les joueurs n'ont pas eu une culture de base et qu'on les a décrochés dans les CEG, dans les lycées. Et là, ils ont abandonné d'ailleurs les cours. Ils veulent coûte que coûte jouer au football, mais ils n'ont pas le niveau de pratiquer ce football-là. Ça fait qu'il y a du flou dans la participation de nos joueurs aux différentes compétitions. Vous avez vu les compétitions auxquelles on a participé au niveau de la Ligue des Champions, de la Coupe CAF. Quand tu regardes le Togo jouer, c'est rien du tout. Ça ne produit, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il faut le voir. Donc il faut voir. C'est peut-être au niveau des jeunes. Il faut qu'on a joué là. On a surtout la dernière rencontre du Togo, c'est là on a essayé de voir les joueurs de certains centres de formation. Et c'est le jour-là, on a vu, bien qu'étant éliminé, on a vu que le Togo a produit du jeu. Donc, il faut toujours partir de la formation, des centres de formation, de bien éduquer les joueurs avant d'essayer de les éjecter dans les équipes de première et deuxième division. Donc là, je dis l'association des entraîneurs de football affiliés à la fédération, c'est une très très bonne chose. Et que si on nous donnait véritablement de la considération, on va aider à ce que beaucoup de choses soient améliorées. Vraiment. Mohamed Touré, pour le congrès, vous avez retenu quoi, vous? Comme le coach est en train de parler de l'affiliation des associations, c'est une très très bonne chose que aujourd'hui les entraîneurs soient intégrés à la fédération. Et l'association des joueurs de foot aussi. Des joueurs de foot
Mais un peu, ce que je vais un peu aller à l'encontre des entraîneurs qui m'ont précédé, c'est que leur présence ne soit pas un acte de présence seulement, une figuration. Parce que c'est comme, je veux comparer ça un peu à la politique. Il faut qu'il se fasse entendre. Je veux comparer ça un peu à la politique. Oui. Vous voyez, en politique, quand le parti au pouvoir constate qu'il y a un opposant qui est un peu radical et un autre qui est un peu modéré, le modéré, on le laisse venir. Le radical, on va vers lui. Vous voyez, on va vers le radical. Et là, on a très souvent les opposants radicaux n'intègrent pas le système. C'est les opposants modérés. Parce qu'on sait que le radical, quand il vient, tout ce qu'il va dire, on va essayer de l'écouter. Donc, c'est pour dire que les entraîneurs... Moi, je ne suis pas modéré. S'ils n'étaient pas encore affiliés, pour moi, personnellement, vous n'avez rien prouvé. Si, après les matchs des éperviers, on voit les entraîneurs d'une telle conférence de presse ou bien tenir des recoupements, des choses pour critiquer un système, que le club de Leroy, il a fait ceci, il a fait cela. Oui, pourquoi pas. Là, on devait savoir qu'aujourd'hui, ils sont là, ils seront écoutés. Claude Leroy va vous écouter? Non, au moins vous serez écoutés. Lorsque vous allez apporter un plus. Mais aujourd'hui, il y a une association qui est là, qui n'existe que de nom, mais au niveau des limogeages de coachs d'ici par là, rien n'a été fait. Aujourd'hui, dans le système, qu'est-ce que vous aurez à dire? Voilà. Ouais, c'est ça. On connaît comment les décisions fonctionnent dans ce pays. Donc, moi, je vois que c'est une bonne chose, mais que ce ne sera pas seulement de présence pour augmenter le nombre ou bien pour être présent. Non. Mais il faut le travail, il faut ça se poser. Lorsque ça ne va pas, vous retirez. Parce que vous êtes là pour le bien, pour le développement du football. Tu nous sentiras. Vous n'allez pas aller parce que vous voulez intégrer la fédération, mais vous allez pour apporter un plus. Et je pense que dans les mois à venir, on veut vous écouter, on veut vous attendre, on veut savoir votre rapport. Dans le cas contraire, je crois que vous serez libre de vous retirer. Voilà. Oui, non, voilà. Vous avez certainement eu les nouvelles de ce congrès-là. Et quel est l'aspect qui vous intéresse? Le budget qui est porté à plus de 2 milliards. Le corps électoral désormais à 48, 12 pour la D1, 12 pour la D2, 24 au niveau des ligues désormais. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous a... Franck, pour rappel, j'étais au congrès. Ah oui, voilà. Bon, d'entrée, je vais féliciter les autres associations qui ont été affiliées. C'est une bonne chose d'avoir les acteurs directs dans le système. Ouais. Mais moi, je vais plus m'attarder sur la vision de la FTF, ce qui est inscrit dans le programme Forward 2.0 présenté par le consultant sénégalais avec lequel il travaille. Je pense que là, il faut féliciter la FTF pour ce travail qu'ils ont fait et surtout pour avoir trouvé quelqu'un qui puisse les accompagner dans ce processus-là. Parce que dans la présentation du Sénégalais, il faut dire que moi-même, je me suis retrouvé. Et j'ai retrouvé aussi banalement toutes les propositions que les observateurs du football font sur les médias, que ce soit sur Sport FM ou autre. Oui. Parce qu'ils portent réellement attention à tout ce qu'on dit. Ce qu'il a présenté, vous allez voir que c'est une refonte intégrale de la fédération en termes d'organigramme, en termes de des départements marketing, communication, tout cela. Même la DTN, ils vont la reconduire avec des postes. Voilà. Très pluriel. Donc, il se lance réellement. Je pense que c'est maintenant que le nouvel élan va commencer son travail. Mais malheureusement, ils n'ont plus beaucoup de temps, avant qu'on ne puisse les juger. On sait ce que c'est maintenant. Maintenant, je pense que dans la présentation aussi, il faut noter que la FTF a péché à 2 endroits, à mon avis. C'est toujours sur le manque de communication. Ouais. Voilà. Parce que là, ils ont dit qu'ils ont signé un contrat d'objectif avec la FIFA pour activer les projets Forward, mais ils n'ont pas communiqué dessus. Ça veut dire que pendant tout ce temps, ils travaillaient, mais nous, on était là à dire la FTF ne fait rien. Donc, ils ont perdu des points à ce niveau-là. Vous signez un contrat d'objectif avec la FIFA, il faut faire quoi? Il faut communiquer dessus pour informer le public, pour montrer que vous êtes vraiment engagé à faire quelque chose. Deuxième faute, ils ont aussi signé un contrat avec le Sénégalais, ils ont dit en septembre 2018. Il n'y a pas eu de conférence de point dessus pour s'éclairer, informer. Alors que pendant tout ce temps, les critiques continuaient. La FTF ne fait rien, il y a l'argent, la FIFA ne fait pas de programme. Alors que derrière, eux, ils travaillaient pour que ces projets-là soient activés. Donc, ils ont perdu des points là-bas. L'autre aspect aussi au niveau du bilan, c'est que tous les chiffres qu'ils ont mentionnés, c'était juste des rentrées des dépenses basées sur les financements de la FIFA. Donc, ça veut dire qu'en interne, on n'a rien fait pour avoir de l'argent. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi le côté marketing maintenant qu'il faut solidement activer pour que, sinon au-delà de ça,
encore félicitations parce que c'est un travail qu'ils ont fait. On attend juste la réalisation pour réellement avoir un football bien organisé. Voilà, le Togo a un match très compliqué. Beaucoup parlent de match de la peur. Ce sera le 24 mars prochain pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, désormais organisée par l'Égypte. Jean-Louis Koudjonou, oui, à quelques semaines de ce match, comment vous sentez-vous? Êtes-vous confiant pour ce match, puisque le Togo doit gagner pour ne pas faire des calculs? Il faut gagner et puis c'est bon. Oui, il est vrai. Le tout n'est pas de participer à une CAN, mais je pense qu'on a participé à plusieurs CAN et que pour l'instant, cette qualification, on la veut véritablement. On la veut, on veut qu'on soit qualifié. Ce n'est pas pour faire un voyage, non, mais c'est pour que quand tu sors, qu'on sente que ça c'est un Togolais et qu'on te colle une étiquette de football. Donc je pense que tout est au niveau des deux États, au niveau sécuritaire, je pense que ça fait plus de 2 mois, ils ont entrepris des démarches pour pouvoir régler beaucoup de choses. Et que, comme c'était passé dans le temps, donc ce ne serait plus la même occasion. Donc il ne faut pas que le Togolais ait peur de faire le déplacement ou les joueurs aient peur de se livrer à fond pour avoir cette qualification. On va l'avoir quand même. Le tout n'est pas de prier Dieu, mais il faut travailler sur le terrain. Le tout, la chance vient peut-être 5% pendant un match. Ce que tu as appris à l'entraînement, c'est ça qui te donne 95% de chance pour gagner. Le Togo a-t-il une chance? Le Togo a une chance. A-t-il les moyens d'aller battre les écureuils? Eh bien oui. Moi j'ai toujours dit, on trouve toujours le Togo là où on ne l'attend pas. Bien. Voilà. Mohamed Touré, vous avez peur? Avez-vous peur? Moi, je n'ai pas peur. Il ne va pas jouer. C'était le conditionnel des éperviers. Je n'ai pas peur de la qualification des éperviers du Togo. Si tout se passe bien, le Togo peut aller se qualifier au Bénin. Mais est-ce que tout se passe bien? C'est ça. Il ne faut pas qu'on tienne des discours pour dire qu'on va se qualifier, nous devons aller pour vous, est-ce que tout se passe bien? Rien ne se passe bien. Pour moi, rien ne se passe. Rien ne se passe. Donc, bon. Bien sûr, aujourd'hui, tout le monde dit... Col le roi, il est sûr, il dit oui, il ira gagner à Cotonou et qu'il a déjà fait. Normalement, ce match devait se qualifier sur les derniers matchs. Ce match devait se préparer dans le silence absolu, comme si rien ne se passe. Et le jour-là, si on est qualifié, on s'en réjouit. Si on n'est pas qualifié, on recommence. On recommence. Mais du tout écoute, comme si c'est quelque chose qu'on va aller prendre et revenir facilement. Alors là, franchement, nous souhaitons la qualification des éperviers. Mais attention, il ne faut pas faire la bouche mielleuse. Il faut respecter le Bénin. J'ai dit, la chance, on dit toujours le Togo est chanceux, on ne l'attend pas là où... Non, c'est pas ça. Ça ne va pas se répéter à tout moment. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Ça ne va pas se répéter à tout moment. Quand on voit la qualification de la CAN 2017, dire qu'on est qualifié peut-être par chance avec ce qui s'est passé, le Bénin qui devait être qualifié parce que le Mali a empêché le Bénin. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la même position avec le Bénin. Est-ce que la chance va toujours être toujours togolais? Alors là, restons sereins, confiants. Oui. Un petit avant vous, coach. Oui, parce que ce dont on parle, on avait perdu beaucoup de matchs parce qu'il n'y avait pas d'harmonie entre le ministère et la Fédération togolaise de football. Vous pensez que l'harmonie est revenue? Aujourd'hui, oui, c'est revenu et que le ministère et la Fédération travaillent maintenant ensemble. Je pense qu'on peut régler beaucoup de litiges qui existaient dans le temps pour qu'il y ait un bon passage pour les éperviers pour réussir ce match de 24 mars. Il faut voir l'effectif. Est-ce qu'on a un effectif capable de faire la différence? C'est ça qu'il faut voir. L'effectif est bien complet avec peut-être le retour de Jacques-Alexis Romao. Les tractations se font. On verra bien. Nolakina, vous qu'est-ce que vous dites? Je dis que c'est le match de l'année. Ce sera un match à suspense. Oui.
Dommage quand on soit arrivé, je sais pas, à la fin pour maintenant commencer à prier doublement, triplement. Mais je pense que l'important ce jour-là, comme je dis toujours, c'est sur la forme des joueurs. Il n'y a pas de miracle. Vous serez à Cotonou, vous? Je ne sais pas encore, peut-être. Oui, Denis Sebabi. Comme je disais, l'important aujourd'hui, c'est juste la forme des joueurs. On ne va pas aller chercher la victoire ailleurs. Donc c'est la forme des joueurs. Il faut que les joueurs... S'ils sont en forme, le Togo gagne. Forcément, c'est sur ça que nous pouvons nous baser pour dire qu'on a une chance. Parce qu'on ne va pas se baser sur la méforme des Béninois, non. Mais il faut qu'on se base sur une forme actuelle de nos joueurs. Parce que c'est dans ça qu'ils vont surpasser les Béninois. Mais si nos joueurs ne répondent pas, il n'y aura pas de miracle. La grinta de ces joueurs, surtout que certains cadres béninois ne seront pas là, comme le capitaine Cessignon, Poté et autres. Oui. Nini. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, Claude Leroy va retrouver son effectif. Atakura, Atakura ne jouera pas. Oui, Djene va de retour. Comment il s'appelle? Sounou serait là. Mlapa serait là. Je pense qu'il va retrouver son ossature. Mais maintenant, c'est le classement des joueurs sur le terrain qui s'impose. Si il ne doit pas faire le sentiment, il doit vraiment choisir les joueurs en forme du moment pour qu'ils puissent sortir un grand match et faire du tout l'équipe béninoise. De l'autre côté, il y aura aussi des stratégies qu'il doit pouvoir adopter. On veut gagner, bien sûr. On est à l'extérieur, bien sûr. Quelle stratégie il faut adopter? Est-ce qu'il faut aller tout à l'heure au besoin attaquer pour marquer le but? Est-ce qu'il faut jouer bloc bas, bloc médian ou bien bloc haut? Tout ça, là, c'est à lui de savoir quelle stratégie mettre en place pour faire douter d'abord l'équipe béninoise, pour la surprendre sur notre position, notre position de base défensive, et après procéder par les contre-attaques. Et qui il doit pouvoir connaître ses joueurs. Si je mets celui-là devant, si je mets celui-là devant, les combinaisons, les contre-attaques, comment est-ce qu'ils vont gérer ça pour finir les ballons dans les filets? Voilà, il a l'équipe, ça fait longtemps, il doit pouvoir connaître qui mettre. Il ne doit pas faire le sentiment. Il est là depuis bientôt 3 ans. Voilà. Donc moi, je crois que la balle est dans son cas. Il joue son contrat. Mais nous sommes là pour lui souhaiter un bon match. Bien sûr, mais son problème, c'est qu'il n'a jamais réussi à avoir une équipe type 1. Ça, c'est aussi l'autre problème. C'est ça, mais vraiment, alors qu'on a des joueurs potentiels, parce que lorsque nous avons vu le tournoi, moi j'ai vu le tournoi, par exemple, Kevin Denke, il peut commencer le match. C'est un joueur très talentueux. Qui va très vite, qui a de la technique, de la puissance. Il y a là-bas Fodo qui a une très grande forme maintenant. Voilà, il y a Sounou qui peut commencer le match. Ça veut dire qu'il doit faire un choix conséquent si nous voulons vraiment être qualifiés. Mais je pense qu'il a écouté beaucoup. S'il pense faire revenir aussi Alexis Roumao parce que c'est notre problème crucial au milieu du terrain. On n'a pas encore un récupérateur qui peut le remplacer aujourd'hui. Et s'il peut le faire revenir. Le capitaine de Reims, quand même. Il n'est pas capitaine qui veut. C'est pas cadeau. Un grand club. Il a beaucoup de l'expérience. Il a beaucoup de bagages. S'il peut le faire revenir, sincèrement, ça va vraiment apporter un plus pour l'équipe. Que la chance soit de notre côté. On aura à débattre, puisque il reste encore. Aujourd'hui, c'est juste un briefing. Je pense que c'est un briefing. Nous aurons dans les semaines, à partir du week-end prochain, je pense que moi, je suis très confiant. Voilà. Yeni Sebabi, très confiant. Oui, Mohamed Touré. Moi, j'aimerais ajouter pour une qualification du Togo, c'est que tout le peuple togolais doit être serein. De ne pas écouter les mots ou bien les déclarations de Claude Leroy. C'est lui l'entraîneur. Claude Leroy, lui, est en campagne pour la prolongation de son contrat, pour la poursuite de ses business. Parce que un joueur qui a un match capital, qui a le destin d'un peuple dans son main, qui parle déjà de 2021, de 2023. Ils ne sont pas encore arrivés là. Oui, mais c'est un planificateur. Non, c'est vous dire ça. Non, on doit se concentrer. Il devait se concentrer normalement pour ce match. Au lieu de nous divertir à parler de 2020, c'est-à-dire que nous, il doit savoir que sa tête ne plaît pas aux Togolais et que nous voulons la qualification, il nous qualifie et après on verra ce que ça va. Mais d'être là à parler de 2021, 2023, mais franchement. Il a déjà planifié les choses. Ouais, donc c'est que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas dans le football. Voilà, donc on va croiser les doigts pour le Togo pour ce match-là du 24 mars là-bas à Cotonou, le match de la dernière journée des éliminatoires de la CAN
de la CAN, on va dire 2019, finalement organisée par l'Égypte, vous le savez. Donc que toutes les chances accompagnent les éperviers déjà. Et à partir de la semaine prochaine, naturellement, il y aura des débats, des émissions autour de ce match-là pour encourager l'équipe nationale du Togo, pour lui permettre quand même d'aller faire le hold-up là-bas à Cotonou. Oui, Nolaki. Oui, j'allais juste dire, je pense que ce serait très bien si le chef de l'État décide de faire ce déplacement à Cotonou pour ce dernier match. Pourquoi pas? Et même le ministre Foli Bazi Katari faire le déplacement pour aller soutenir les éperviers. Pourquoi pas? Peut-être une première pour Foresso Zimnania Simbe, qui c'est quelqu'un qui aime surprendre. Pourquoi pas? Il peut décider d'aller à Cotonou. Surtout qu'il est ami à talent. Voilà. Et voilà, Graines du Togo, l'édition 2019 du concours Graines du Togo se poursuit. Et ce samedi 2 mars avec la phase régionale. Et pour le compte de la région centrale, la finale régionale aura lieu sur le terrain de l'école primaire publique Koma à Sokodé. La région des plateaux est scindée en 2 sites, le terrain du lycée Zomaï Akpalimé et le stade municipal d'Atakpamé. Sokodé, il y a 56 filles et 195 garçons, soit au total 261 qualifiés pour la finale de la région centrale. Akpalimé, on a 52 filles et 190 garçons, au total 242 qualifiés à l'issue de la phase préfectorale. Atakpamé, 49 filles et 180 garçons, soit 229 qualifiés à l'issue de la phase préfectorale. Et notez bien, la finale de la région maritime est prévue à Lomé le 9 mars, dans une semaine exactement, et finalement reportée au samedi 16 mars. Voilà, la grande finale aura lieu le samedi 20 avril. Elle va regrouper tous les qualifiés à l'issue des finales régionales. Voilà ce qu'on peut dire par rapport au projet Graines du Togo. Et nous allons voir du côté des auditeurs. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale. C'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons de comédie. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue, les auditeurs. Coro. Oui, mon frère, comment tu vas? Ça peut aller. Tout va bien? Oui. Ok, on vous écoute. S'il vous plaît, je sais que c'est vous qui posez les questions, mais je vais vous poser 2 questions. 2, ce n'est même pas une question, mais 2. Allez-y, on va voir si je réponds. Autrement, vous-même, vous connaissez la règle. Ceux qui sont autour de la table, ils peuvent répondre. Pardon? Ceux qui sont autour de la table, ils peuvent répondre à la question que je vais poser. Ma première question, la sanction de Bikenti et Fouada, c'est bien. Maintenant, ils ont sanctionné Bikenti et Fouada à 1 an. Bikenti vient jouer à Tifi, n'est-ce pas? Bikenti joue à Noche. À Noche, pas plutôt. Est-ce que maintenant, si à Noche, il y a eu problème là-bas, ils vont sanctionner le terrain de Noche aussi? Et bien que vous me répondez à cette question-là. Et la deuxième question, c'est pour le roi qui vient, Jacques Romao, bien c'est le militaire qui cherche le retour de Romao. Voilà, ce sont les questions? Oui. Très bien. Je pense que pour la première question, il ne pourrait pas avoir violence à Noche. Je pense que les dirigeants de Bikenti ont bien retenu la leçon et ils permettraient plus qu'il se passe des actes de violence. Et là-bas, à Noche, nous sommes en football, tout peut arriver, mais je doute fort. La deuxième question, je pense que c'est le sélectionneur national qui veut le retour d'Alexis Romao, en même temps que la fédération. Parce qu'il y a eu des négociations, on a dépêché certains anciens joueurs vers lui. Et pour le moment, il ne veut pas communiquer ce qu'il y a comme réponse de la part du capitaine de Reims. Parce que je me rappelle qu'il a dit que pour le moment, Romeo n'est pas l'avenir avec la sélection. Il a dit ça à un temps passé. Oui, il a dit, mais il peut toujours changer d'avis. Aujourd'hui, il sent... ça. Oui, il sent que Romao est toujours important pour l'équipe. Donc, il y a des négociations pour le faire revenir sur ce dernier match. L'équipe de Togo, Romao est important pour lui, pour l'équipe nationale. D'abord, c'est une entraîneur chef le joueur, c'est parce qu'il voit que le joueur, il a une qualité pour pouvoir lui aider à gagner son match. Oui, bon, croisons les doigts. La victoire du Togo, c'est ça qui va être importante. Hein, à très bientôt. Allô? Bonjour, monsieur Franck Mignama. Bonjour, cher ami. Pas de nous. Bien sûr, on dit quoi? Il n'y a pas beaucoup de temps, on va faire vider les verres aux autres aussi.
Alors justement, si j'aimerais poser la question sur le site officiel, vous avez nous expliqué ça. Oui. Mais si ce n'est pas officiel, il ne faut pas que nous communiquions ça, parce qu'on veut le retour vraiment de Romao. Oui, je pense que c'est un truc qui se fait. C'est vrai que Claude n'a pas voulu parler. La dernière fois qu'on lui a posé la question, il a dit qu'il y aura des surprises. Il a même dit que Romao, c'est un grand joueur. Il est le capitaine de Reims. Il a félicité. Il a dit de bonnes choses sur l'international togolais. Ça veut dire que tout se fait pour que le joueur revienne dans le nid des éperviers. Vous savez, depuis la CAN 2017, on l'a plus vu. Donc, je pense que tout le monde est unanime aujourd'hui que c'est un élément, c'est un pion important pour la sélection togolaise. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez, bonne journée à vous. Merci. Pareil. 92 03 61 60 31 97 24 26 26 pour avoir accès à cette émission. Nous avons encore le temps de recevoir quelques appels venant de vous, vos questions, les sujets qui, on va dire, vous intéressent. Allô? Oui, c'est pour passer à l'émission. Oui, bonjour. Votre nom? C'est Monsieur D. Monsieur D, vous nous appelez d'où? Alido Gomez. Très bien, on vous écoute. Oui, moi je veux intervenir par rapport à un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est concernant la rencontre Togo-Bénin. Alors j'ai essayé d'intervenir sur certaines chaînes, mais chaque fois j'ai l'impression qu'il y a une omerta sur cette affaire-là. Pourquoi depuis que le Togo est revenu de la Coupe du Monde 2006, chaque fois qu'on joue contre le Bénin, c'est le Bénin qui nous reçoit en retour. Et c'est ça qui leur permet d'avoir des comportements qu'ils ont chaque fois qu'on joue chez eux. S'ils viennent, ils nous provoquent, on ne peut pas réagir parce que nous on a été suspendus, je pense, après les incidents contre le Mali. Et puis eux, ils savent qu'au retour, ils vont recevoir, puis ça se termine comme ça. Je ne sais pas aussi, j'ai l'impression que certains de vos confrères sont peut-être, je ne sais pas, dans la confidence. Quand j'essaie d'envoyer des textos ou j'en parle dans des émissions, personne ne fait de commentaires là-dessus. On fait l'impasse et puis on passe à autre chose. Comme si c'est pas important. Mais moi, je pense que le problème avec le Bénin, aujourd'hui, vient de ça. Systématiquement, quand on joue contre le Bénin, tu veux dire le savoir au retour, et ça ne semble gêner personne. Oui, Monsieur D, avez-vous dit, c'est ça? Vous avez les salutations de Jean-Louis Koudjonou ici en studio. Mais moi, je pense que c'est le tirage qui fait tout ça. Ce n'est pas fait exprès. Non, excusez-moi. Oui. Excusez-moi. Ce problème a été remarqué au sein de la CAF avec les clubs du Maghreb à une certaine époque. Et certains clubs ont protesté justement près de la CAF et c'est à ce moment que ça a changé parce que les clubs, l'Algérie, la Tunisie, tout ça, le Maroc, ils recevaient systématiquement. Oui, vous pensez que le Bénin a fait plutôt du lobbying pour toujours recevoir. Qui se passe là-bas. Oui. Vous pensez que les Béninois ont fait du lobbying au niveau de la CAF? Oui, j'en suis convaincu. Et les Togolais ne font rien pour que ça change. C'est pas normal. Depuis, ça fait combien d'années? Depuis 2006. Comptez vous-même, c'est trop, c'est pas possible. C'est quelle coïncidence ça? D'accord, je pense que le problème est bien, on va dire, soulevé. Et on va pouvoir, peut-être, les dirigeants de la fédération sont à l'écoute et vont voir de près ce qui se passe à ce niveau et pourquoi c'est le Bénin qui reçoit toujours en retour. Merci, à très bientôt. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez? Oui, ça va et vous? Merci. Ok. Ma question est celle-ci. Après le congrès, on a trouvé des sanctions pour les clubs. Et qu'est-ce qui a été réservé? Il arrive des moments où les arbitres aussi déconnent. Vous-même vous le dites, des fois si vous êtes au reportage. Qu'est-ce qui est réservé aux arbitres? Mais là, je ne sais pas trop. Je pense que la commission va se prononcer là-dessus parce que c'est vrai, les arbitres ne sont pas toujours à la hauteur de certains matchs, ça c'est vrai. Mais je ne peux pas dire ce qui est réservé aux arbitres maintenant. Je pense que c'est la commission qui va pouvoir gérer une telle situation. Normalement, au congrès, on devrait inviter le comité des arbitres aussi, qui vont assister là-bas et devant eux, on trouve une solution et qu'on annonce ça à tout le monde. Parce qu'il y a vous-même, vous assistez au match, vous voyez les arbitres déconner, on ne fait rien de lui. Hein? Bien. Vous voyez qu'il y a des poids de mesure. Oui, je pense que la commission va se pencher sur le problème. Voilà, on va pas dire des choses maintenant qui vont peut-être se révéler fausses après. Donc voilà, patience, okay, d'accord. Allez, excellent week-end. Allô? Allô?
Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous C'est monsieur Julien. Oui, vous diminuez le volume de votre poste récepteur. Ah, merci beaucoup. J'appelle du port. Oui, allez-y. J'ai voulu demander, c'est les sanctions qu'on a prises ou bien c'est provisoire? Oui, c'est les sanctions définitives. Hein. Vous êtes supporter de Bikenti? Non. Bon, quand même, je suis le supporter du football Togo. Oui. Vous pensez que c'est trop ou quoi? Ou bien qu'on doit faire plus? On doit faire plus. L'année passée, on a sanctionné à Bouessé. Et maintenant, ils sont partis en troisième division. Maintenant, ceux-là, l'année passée aussi, à Bouessé et Bekenti et Gomido. Marasta plutôt. Et ils ont fait comme ils ont banni ça. Maintenant, ça là aussi, ils vont faire comme ça que c'est sanction ça. Non, ils n'ont qu'à revoir ça. Ah bien, bon, c'est votre proposition. Très bien. La commission de discipline est à l'écoute. On verra bien. Allez, excellent week-end. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, cher ami. C'est M. Marco Vieira. Oui. J'aimerais savoir si c'est quel stade Fodane doit jouer ces matchs. Pardon? Sur quel stade Fodane doit jouer ces matchs? Oui, Fodane joue à Bafilo. Ok. Oui. Je voulais ajouter une chose aussi. S'il y avait on peut essayer de voir le cas des arbitres. Souvent, c'est eux qui amènent. Bien. Merci, excellent week-end. À bientôt, on va recevoir le dernier. Il est là? Non. Nini Sebavi voulait dire quelque chose? Non. Très bien. Je pense qu'on va pouvoir le recevoir et terminer cette émission. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Ouais, c'est M. Frédéric. Oui, allez-y. Si je viens d'écouter l'auditeur qui vient de parler, pourquoi on a sanctionné et plus encore, je vais leur faire pourquoi. Les passages ne sont pas des choses. Mais quand même, c'est quelque chose qui a amené ce problème. Et si les passages ne sont pas des barbares, quand même, néanmoins, c'est des circonstances. Cela est arrivé. Si lui vient maintenant, il dit qu'on devait nous sanctionner, plus que cela, je suis vraiment... Oui, il faut pas... Non, ce n'est pas lui, la commission de discipline. La commission de discipline a pris sa décision, c'est fini. Ouais, il a parlé de 2011, le match de Maranatha et Bugiti. Ce n'était pas un match, c'était pas... Il n'y avait pas la violence. Oui, non, oui. Voilà. Bon courage en tout cas et excellent week-end. À très bientôt. Hein. On est ensemble. Ne le regardez pas. Hein. La commission de discipline a pris sa décision. C'est pas lui qui va changer. Merci Nola Kokina Borosé de BNB Sport. Mohamed Touré, merci. Merci Nini Sebabi, il est le président de l'association des entraîneurs de foot du Togo. Jean-Louis Koudjonou, qui est un technicien que vous connaissez. Il sera sur les matchs demain pour nous apporter son expertise. Merci à Elom Adovon qui assure la vidéo de cette émission. Vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Merci à NASPM. À bientôt.